Il y a 72 heures, l'Agence spatiale européenne, ou ESA, a publié ce qu'elle a appelé la vue la plus rapprochée à ce jour de 3 Atlas, l'objet interstellaire qui captive et terrifie le monde dans une égale mesure. Des milliards de dollars investis dans la technologie spatiale, 7 orbiteurs martiens positionnés pour la photo d'une vie, et qu'avons-nous obtenu? Un point blanc flou qui ressemble à un éternuement sur un objectif d'appareil photo. En quelques minutes, les réseaux sociaux ont explosé, non pas d'émerveillement, mais de rage, car des astronomes amateurs, équipés de télescopes de jardin, capturaient des images plus nettes de comètes situées à des millions de kilomètres plus loin. Et pourtant, la NASA, avec son Mars Reconnaissance Orbiter, équipé de la caméra la plus puissante jamais envoyée vers une autre planète, est restée complètement silencieuse. L'excuse de la fermeture du gouvernement, le shutdown américain, commence à s'épuiser, surtout quand on réalise que les orbiteurs chinois et émiratis sont eux aussi mystérieusement discrets. Au moment où vous finirez d'écouter ceci, 3 Atlas sera à moins d'une semaine de disparaître derrière le Soleil, caché de tous les télescopes sur Terre durant ce qui devrait être son moment le plus actif. Et si le physicien de Harvard, Avi Loeb, a raison, ce qui se produira ensuite pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur ce qui est possible dans notre voisinage cosmique. Si vous êtes aussi fasciné que moi par ce mystère, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rester informé en temps réel de l'évolution de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, quelle heure il est chez vous, et si vous pensez que l'on nous dit toute la vérité sur 3 Atlas. Et si vous souhaitez aider notre communauté à grandir, partagez ceci sur X, Facebook, Reddit ou votre messagerie préférée. Merci de nous soutenir sans relâche. Chapitre 1. La photo qui a brisé Internet. Les 7 et 8 octobre 2025 resteront dans les mémoires comme le moment où la communauté spatiale a collectivement perdu patience. Pendant des mois, nous nous sommes préparés à cela, 3 Atlas, seulement le 3e objet interstellaire confirmé à avoir été détecté traversant notre système solaire, s'approchait au plus près de Mars. 7 engins spatiaux différents, de 4 agences spatiales, étaient positionnés pour capturer des images sans précédent. L'effervescence était palpable. Les scientifiques nous avaient promis de la clarté, des réponses, et être même la preuve de ce qu'est réellement cette chose, et puis les images sont tombées. L'ExoMars Strass Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne, positionné à seulement 30 millions de kilomètres de 3 Atlas, lors de son approche la plus proche le 3 octobre, a publié une série d'images que l'on ne peut décrire que comme profondément décevantes. Un point blanc flou se déplaçant lentement à travers un champ d'étoiles, sans détail, sans structure, rien qui puisse nous aider à comprendre si nous regardons une comète naturelle ou quelque chose de bien plus étrange. Le contre-coup fut immédiat et féroce. Astronomy Vibes, un compte populaire de commentaires spatiaux sur X, a publié une comparaison côte à côte qui est devenue virale en quelques heures. D'un côté, une image nette et détaillée de la comète Lemon, capturée par un astrophotographe amateur avec un simple appareil photo sans miroir, et de l'autre, l'image de 3 Atlas de l'ESA. La légende disait « Si un simple appareil photo sans miroir peut capturer la comète Lemon, pourquoi la NASA ne peut-elle pas capturer 3 Atlas passant près de Mars ?» La publication compte actuellement plus de 40 000 repartages. Et ce n'est pas fini, mais c'est le commentaire qui a suivi qui a vraiment touché une corde sensible. Des milliards en financement, et c'est la meilleure photo qu'ils aient, cela ressemble plus à un ballon météorologique dans une arrière-cour brumeuse. Pour comprendre pourquoi les gens sont si en colère, vous devez comprendre ce que nous attendions par rapport à ce que nous avons obtenu. La caméra Cassis à bord de l'ExoMars Strass Gas Orbiter a une résolution angulaire de 11,36 microradians par pixel, ce qui, à 30 millions de kilomètres, se traduit par 340 km par pixel. Pour vous donner un ordre d'idée, le noyau estimé de 3 Atlas mesure entre 5 et 46 km de diamètre, ce qui signifie que le noyau solide entier de cet objet occuperait, au mieux, une fraction d'un seul pixel dans ces images. Mais c'est là que cela devient intéressant. L'ESA le savait d'avance. Ils savaient que leur caméra était conçue pour photographier la surface martienne brillante à seulement quelques centaines de kilomètres de distance, et non des objets peu lumineux à des dizaines de millions de kilomètres. Nick Thomas, l'enquêteur principal de la caméra Cassis, l'a d'ailleurs reconnu dans la déclaration officielle. Ce fut une observation très difficile pour l'instrument,
La comète est environ 10 000 à 100 000 fois moins lumineuse que notre cible habituelle. Alors pourquoi publier des images qu'ils savaient être inadéquates? Pourquoi créer des attentes pendant des mois pour finalement livrer quelque chose qui ne fournit aucune nouvelle information? L'histoire officielle est qu'ils ont publié ce qu'ils avaient, que cela représente les meilleures images possibles avec l'équipement disponible. Mais le timing semble délibéré, presque comme une soupape de sécurité, donner aux gens quelque chose, n'importe quoi, à regarder, pendant que les vraies données restent verrouillées. Car ne vous y trompez pas, il existe de meilleures images, de bien meilleures images, et elles sont retenues. Chapitre 2. Le joyau manquant. Pendant que l'ESA publiait des points flous, le Mars Reconnaissance Orbitaire de la NASA capturait quelque chose d'entièrement différent. La caméra IRIS, acronyme de High Resolution Imaging Science Experiment, est la caméra la plus puissante jamais envoyée vers une autre planète. Sa résolution est si précise que, depuis l'orbite martienne, elle peut distinguer des objets de la taille d'une table de cuisine à la surface de Mars. Lorsque 3.20 Atlas a effectué son approche la plus proche de Mars le 3 octobre, IRIS avait une résolution d'environ 30 km par pixel à la distance de l'objet, ce qui est plus de 10 fois supérieur à ce que les caméras de l'ESA ont réalisé. S'il y a une quelconque structure, des caractéristiques inhabituelles, ou quoi que ce soit qui ne corresponde pas au récit d'une comète naturelle, IRIS l'aurait vu. Avi Loeb, le physicien de Harvard qui suit 3.1 Atlas depuis sa découverte, l'a dit sans détour dans son dernier article de blog, le pixel le plus brillant de l'image IRIS fournira la meilleure contrainte à ce jour sur la zone de 3.1 Atlas. Nous espérons tous que l'équipe IRIS publiera ces images dès que possible. Cela a été écrit le 7 octobre. Nous sommes le 8 octobre, et toujours rien. L'explication officielle est la fermeture du gouvernement des États-Unis, le shutdown. Plus de 15 000 employés de la NASA, soit plus de 80% des effectifs de l'agence, ont été mis en congé forcé. Le site web de l'agence n'est pas mis à jour, les communications publiques ont cessé, c'est une paralysie bureaucratique au pire moment possible. Mais voici ce qui ne colle pas. L'ESA a publié ces images, et c'est une agence européenne totalement insensible au dysfonctionnement politique américain. L'orbiteur Tianwen-1 de la Chine était également positionné pour observer 3.1 Atlas avec sa caméra d'imagerie à résolution modérée et il est également silencieux. L'orbiteur Hope des Émirats arabes unis, équipé de l'Emirat Exploration Imager, avait également un champ de vision dégagé, rien. Plusieurs agences spatiales, plusieurs gouvernements souverains avec des bureaucraties et des priorités complètement distinctes sont tous simultanément incapables ou peu disposés à publier leurs meilleures données sur l'objet le plus scientifiquement important à visiter notre système solaire depuis des années. Le schéma est difficile à ignorer. Les réseaux sociaux sont en ébullition de spéculation. Certains parlent de coordination, d'autres disent que quelque chose a été vu qui nécessite un examen attentif avant la publication publique. Les plus conspirationnistes suggèrent que les images montrent quelque chose de si anormal que les publier sans contexte approprié déclencherait une panique de masse. Cette dernière théorie semble absurde jusqu'à ce que l'on se souvienne de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les observations d'amateurs. Car tandis que les agences spatiales professionnelles sont restées silencieuses sur leurs données, les astronomes amateurs ont capturé des images qui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Chapitre 3. Quand les amateurs voient ce que les professionnels ne montrent pas, le 3 octobre, jour exact où 3.1 Atlas a effectué son approche la plus proche de Mars, un astronome amateur portugais, opérant sous le nom d'utilisateur Dobsonian Power, a téléchargé une image qui est immédiatement devenue virale. N'utilisant rien de plus qu'un télescope solaire depuis son jardin et un certain niveau d'amélioration numérique, il a capturé ce qui semble être une structure angulaire à l'intérieur de 3.1 Atlas. Des formes géométriques sombres, des protubérances qui ne correspondent pas à la lueur diffuse typique de la coma d'une comète. La légende qu'il a ajoutée était simple, mais lourde de sens. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? En 6 heures, l'image avait été partagée sur tous les principaux forums d'astronomie, subreddits et plateformes de médias sociaux. La réaction s'est divisée en deux camps presque instantanément. Un groupe y a vu une preuve claire de structures artificielles, la preuve que 3.1 Atlas n'est pas ce que prétend la science mainstream. L'autre groupe a écarté cela comme étant de la pareidolie classique, la tendance humaine à voir des patterns là où il n'y en a pas, amplifiés par des artefacts de traitement provenant d'un équipement inapproprié.
Les debunkers avaient des arguments techniques solides. Les télescopes solaires utilisent des filtres spécialisés conçus pour observer l'extrême luminosité du Soleil, et non des objets lointains et faibles de l'espace profond voyageant à des vitesses interstellaires. L'équipement n'était tout simplement pas conçu pour ce type d'observation. Ajoutez une amélioration numérique agressive pour compenser la configuration inadéquate, et vous demandez essentiellement à un algorithme d'inventer des détails qui ne sont pas réellement là. C'est l'équivalent astronomique d'améliorer une photo floue jusqu'à ce que vous commenciez à voir des visages dans le bruit. Mais voici où l'histoire se complique. Dobsonian Power n'est pas un théoricien du complot random d'Internet avec un télescope bon marché et trop d'imagination. C'est un astronome amateur respecté qui partage un travail d'astrophotographie légitime depuis plus d'une décennie. Sa chaîne YouTube présente une documentation minutieuse de son équipement, de ses méthodes et de ses flux de travail de traitement d'images. Ce n'est pas quelqu'un qui essaye de fabriquer des preuves pour des clics. Et lorsqu'il a été interrogé sur les structures anormales de son image de 3I' Atlas, il n'a pas insisté avec des affirmations extravagantes. Au lieu de cela, il a reconnu l'incertitude et a promis de réessayer lorsque l'objet deviendrait visible depuis la Terre au début du mois de novembre, après être passé derrière le Soleil. Sa réponse a été mesurée, scientifique et prudente, ce qui rend la réaction à son image encore plus révélatrice. En 24 heures, plusieurs sites web ont publié des articles spécifiquement pour débunker sa capture. La capture d'un télescope amateur montre une image étrange de 3 points Atlas. Voici pourquoi ce n'est pas ce qu'elle semble être. Le timing semblait coordonné, le ton semblait défensif, comme si quelqu'un avait besoin d'établir rapidement le récit selon lequel rien d'inhabituel n'avait été photographié et que toute anomalie apparente n'était que des artefacts techniques, avant que l'image ne puisse gagner trop de traction. Et puis les guerres d'amélioration ont commencé, des utilisateurs sur Reddit, Twitter et divers forums de conspiration ont commencé à télécharger les images originales de l'ESA et à les exécuter à travers leurs propres algorithmes de traitement. Certains ont utilisé des techniques standards d'empilement d'images astronomiques, d'autres ont employé des outils d'upscaling par intelligence artificielle conçus pour améliorer les photos à basse résolution. Quelques-uns sont passés en mode chaos total, avec des modèles d'apprentissage automatique entraînés à reconstruire des détails fins à partir de données limitées. Les résultats ont varié énormément. Certains n'ont montré rien d'autre que des versions légèrement plus nettes du même point flou. D'autres ont révélé ce qui semble être des patterns géométriques distincts, des bords, des structures qui semblent trop régulières pour être de la glace et de la roche naturelle. Le problème est qu'une fois que vous commencez à traiter agressivement une image, surtout avec des outils d'intelligence artificielle, vous ne regardez plus ce qui est réellement là. Vous regardez ce qu'un algorithme pense devrait être là en fonction de ses données d'entraînement. Si vous entraînez une intelligence artificielle sur des milliers d'images d'engins spatiaux, puis lui demandez d'améliorer un point flou, elle pourrait très bien inventer des détails de type engin spatial, car c'est ce qu'elle a appris à reconnaître. C'est une impasse scientifique enveloppée dans l'illusion de la clarté. Mais la prolifération de ces images améliorées a eu un effet involontaire. Elles ont tellement brouillé les pistes qu'il est devenu presque impossible de distinguer les observations amateurs légitimes des fabrications pures et simples. 48 heures après la publication de la photo de l'ESA, des douzaines de versions prétendument améliorées circulaient en ligne. Certaines montraient des surfaces métalliques, d'autres dépeignaient ce qui ressemblait à des panneaux solaires, des antennes ou des réseaux. Quelques-unes incluaient même des feux de navigation et des propulseurs visibles. La plupart étaient manifestement de fausses œuvres d'art numérique créées par des gens avec trop de temps et trop de talent avec Photoshop. Mais mélangées au bruit, il y avait une poignée d'images qui semblaient différentes, plus subtiles, moins sensationnelles, des images qui montraient juste assez de régularité inhabituelle pour vous faire demander si quelque chose de réel était obscurci par le flot de canulars évidents. Chapitre 4. La fuite 4 champs qui persiste. Le 4 octobre, un utilisateur anonyme sur le forum paranormal de 4 champs a publié ce qu'il prétendait être des informations privilégiées sur 3 premiers Atlas. La publication était simplement intitulée « Fuite de données ESA » et elle commençait par une affirmation de crédibilité suffisamment spécifique pour paraître légitime, mais suffisamment vague pour maintenir l'anonymat. Je suis un chercheur doctoral travaillant avec l'Agence spatiale européenne, avec un accès continu aux données d'observation combinées de 3 premiers Atlas. Les fuites sur Internet sont monnaie courante,
La plupart sont facilement écartés comme de la fiction créative ou du trolling pur et simple, mais celle-ci était différente. Le niveau de détail technique était troublant. L'auteur n'a pas fait d'affirmations extravagantes sur des invasions extraterrestres ou des opérations militaires secrètes. Au lieu de cela, il a exposé une série d'anomalies observationnelles spécifiques qui, si elles étaient vraies, remettraient fondamentalement en question notre compréhension de ce qu'est réellement 3 Atlas. La première anomalie, une impossibilité chimique. Selon la publication, l'analyse spectroscopique montre que 3 Atlas libèrent environ 100 kg de gaz de nickel par seconde, mais avec presque aucune émission de fer. Dans la chimie stellaire et planétaire normale, le nickel et le fer sont des jumeaux inséparables. Ils se forment ensemble dans les explosions de supernovae, ils voyagent ensemble à travers l'espace interstellaire et ils apparaissent ensemble dans les comètes et les astéroïdes. Trouver du nickel abondant avec pratiquement pas de fer est comme trouver de la fumée sans feu. Cela viole les hypothèses de base sur la façon dont la matière se comporte dans les environnements cosmiques naturels. La deuxième anomalie, une contradiction thermique. L'objet libère des quantités massives de gaz et de poussière, la signature caractéristique d'une comète active chauffée par le Soleil, mais les observations infrarouges montrent qu'il reste froid, beaucoup plus froid qu'il ne devrait l'être, étant donné son taux de dégazage et sa proximité avec le rayonnement solaire. L'auteur a comparé cela à regarder quelqu'un transpirer abondamment dans un congélateur. La physique ne correspond pas à l'observation. La troisième anomalie, la précision de la trajectoire. La publication faisait référence à ce qu'Avi Loeb dit publiquement, à savoir que 3 Atlas est arrivé avec une inclinaison orbitale de seulement 4,429 degrés par rapport au plan de l'écliptique terrestre. Mais l'auteur de 4 champs a ajouté quelque chose que Loeb n'a pas souligné. La trajectoire n'est pas seulement inhabituelle, c'est une ligne droite parfaite depuis la direction du centre galactique. Pas de vacillement, pas de déviation, pas de signe de perturbation gravitationnelle des étoiles proches pendant ces millions ou milliards d'années de voyage à travers l'espace interstellaire, comme si elle avait été visée. Puis vint la partie qui a fait passer cela d'une spéculation intéressante à quelque chose de plus sombre. L'auteur a affirmé que l'objet correspond au profil de ce qu'il a appelé une entité post-biologique. Pas une comète naturelle, pas un engin spatial conventionnel, mais quelque chose entre les deux. Ils l'ont décrit comme ayant un moteur à particules à 3 phases, avec une puissance de sortie estimée à 75 MW, transmettant continuellement un signal actif et, selon leurs termes, sondant notre système solaire. La publication se terminait par un cadre théorique. L'auteur suggérait que 3 Atlas pourrait être un objet quantique macroscopique, spécifiquement quelque chose appelé une boule Q. C'est une construction théorique exotique de la physique des particules. Un type de soliton non topologique qui pourrait théoriquement exister à des échelles beaucoup plus grandes que les particules subatomiques. Si elle est stable, une boule Q pourrait avoir des propriétés qui semblent impossibles en physique normale. Elle pourrait être incroyablement dense tout en paraissant diffuse. Elle pourrait absorber et redistribuer l'énergie instantanément à travers toute sa structure, expliquant les contradictions thermiques, et elle pourrait même expliquer le nickel sans fer, si l'état quantique interne de la boule Q produit préférentiellement certains isotopes. En 10 à 8 heures, la publication avait été capturée et partagée sur Reddit, Twitter et des forums dédiés à la recherche sur les ovnis. Le fil de discussion du subreddit de conspiration, la abordant, a accumulé plus de 2000 commentaires avant que les modérateurs ne le verrouillent pour violation des règles contre les affirmations non vérifiées, mais verrouiller le fil n'a pas arrêté la conversation. Cela l'a juste déplacé vers d'autres plateformes, se fragmentant en douzaines de discussions parallèles, chacune tirant la publication originale dans différentes directions. Certains se sont concentrés sur les anomalies chimiques, d'autres se sont concentrés sur l'hypothèse de la boule Q. Quelques-uns ont commencé à la relier aux affirmations antérieures selon lesquelles 3 Atlas pourrait être la source du signal WOW de 1977. Chapitre 5. La question à 50 000 km. Le 4 octobre, le rover Perseverance de la NASA, assis dans le cratère G0 à la surface martienne, a capturé quelque chose dans le ciel nocturne au-dessus. L'image de sa caméra de navigation droite montrait une traînée de lumière allongée, environ 4 fois plus longue que large. À première vue, cela ressemblait à une capture typique à longue exposition d'un objet en mouvement. Les comètes et les astéroïdes,
apparaissent souvent floues dans les images lorsque la caméra suit les étoiles au lieu de l'objet lui-même. C'est un phénomène standard. Sauf que les calculs ne fonctionnaient pas ainsi lorsque les gens ont commencé à calculer la taille apparente de la traînée en se basant sur les spécifications connues de la caméra de Persévérance et la distance de 3 Atlas à ce moment-là. Ils sont arrivés à un nombre troublant, 50 000 km de long. Ce n'est pas un noyau de comète, ce n'est même pas une comète avec une queue, c'est quelque chose d'entièrement différent. À titre de comparaison, le diamètre de la Terre est inférieur à 13 000 km. Si cette traînée représentait la taille physique réelle de 3 Atlas, nous regardions un objet près de 4 fois plus large que notre planète entière. Les réseaux sociaux ont explosé de spéculations. 3i Atlas était-il réellement un engin cylindrique massif? Avait-il masqué sa véritable taille et sa forme tout ce temps derrière un nuage diffus de gaz et de poussière? Le timing semblait significatif. Cette image est apparue juste un jour après le survol de Mars, juste au moment où toutes les agences spatiales professionnelles sont devenues mystérieusement silencieuses. Certains y ont vu la confirmation que quelque chose de profondément anormal avait été photographié, quelque chose qui ne pouvait pas être facilement expliqué. La spéculation a atteint un niveau suffisamment élevé pour que la représentante Anna-Paulina Luna, une membre du Congrès, connue pour son intérêt pour les phénomènes aériens inexpliqués, contacte directement Avi Loeb pour son analyse. Pensez-y un instant. Une membre en exercice de la Chambre des représentants des États-Unis s'est sentie obligée de contacter un physicien de Harvard au sujet d'une photographie de Mars. Ce n'est pas un protocole normal. Cela suggère que quelqu'un dans les canaux officiels était suffisamment préoccupé pour vouloir une interprétation experte en dehors du pipeline de communication habituel de la NASA. La réponse de Loeb a été approfondie et, en surface, rassurante. Il a calculé que la caméra de navigation de Persévérance a une résolution angulaire de 0,33 milliradians par pixel. À la distance de 3 Atlas, lorsque l'image a été prise, soit environ 38 millions de kilomètres, cela se traduit par environ 12 500 km par pixel. La traînée dans l'image s'étend sur environ 4 pixels, ce qui vous donne cette longueur de 50 000 km. Mais Loeb a soutenu qu'il s'agissait d'un artefact d'imagerie composite. La traînée ne montrait pas la taille réelle de 3 Atlas, elle montrait le chemin que l'objet a tracé dans le ciel martien pendant un long temps d'intégration, probablement autour de 10 minutes d'exposition empilée. Son raisonnement était solide. Mars orbite autour du Soleil à 24 km par seconde. 3 Atlas voyageait à 67 km par seconde par rapport au Soleil dans la direction opposée, ce qui lui donnait une vitesse relative de plus de 90 km par seconde par rapport à Mars. En 10 minutes, cela représente exactement 54 000 km de voyage, correspondant parfaitement à la longueur de la traînée observée. La forme n'était pas l'objet, c'était le mouvement de l'objet flouté dans le temps. Affaire classée, n'est-ce pas? La théorie du cylindre débunkée par la physique de base et des calculs minutieux. Sauf que Loeb a inclus une phrase dans son analyse à laquelle les théoriciens du complot se sont accrochés comme à une bouée de sauvetage. Il a écrit « Si les images de la caméra de navigation représentent des instantanés uniques avec un temps d'exposition inférieur à 3,28 secondes, alors la luminosité et la longueur angulaire de la source observée impliquent que ce n'est pas 3 Atlas. Dans ce cas, la source pourrait être beaucoup plus proche de la caméra, capable d'être floutée en une image allongée avec une taille spatiale plus petite et une vitesse plus petite. Attendez, si ce sont des captures à image unique, alors ce que Persévérance a photographié n'était pas du tout 3 Atlas. C'était autre chose, quelque chose de plus proche de Mars. Cette nuance a ouvert une porte qu'aucune clarification ultérieure n'a pu refermer complètement. Car la NASA n'a pas confirmé si l'image est un composite ou un single frame, elle n'a pas publié les métadonnées. Elle n'a pas fourni le temps d'exposition ou le nombre d'images empilées, et l'excuse de la fermeture du gouvernement s'applique également ici. Pas de personnel pour traiter les demandes, personne de disponible pour confirmer les détails techniques de base sur la façon dont l'image a été capturée. Chapitre 6. 48 ans de silence. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Sur de l'Ohio State University a détecté une explosion d'énergie radio de 72 secondes, si inhabituelle, si parfaitement structurée, que l'astronome Jerry Heyman l'a encerclée sur l'impression et a écrit un mot au stylo rouge. Wow!
Pendant près de 5 décennies, ce signal est resté l'un des plus grands mystères de la recherche d'intelligence extraterrestre. Il provenait de la direction du Sagittaire, près des champs d'étoiles les plus denses de la constellation. Il était à bande étroite, focalisé sur une fréquence spécifique, et il ne s'est jamais répété. Des centaines d'observations de suivi, des milliers d'heures d'écoute pointées vers la même région du ciel, rien. Juste cette seule explosion il y a 48 ans, puis le silence éternel. Jusqu'à ce qu'Avi Loeb fasse les calculs sur 3 Promins Atlas. Il a calculé où se trouvait l'objet le 12 août 1977, juste 3 jours avant que le signal WOW ne soit détecté. La réponse, environ 600 unités astronomiques de la Terre, soit environ 600 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Mais plus important encore, il a calculé la direction d'où venaient 3 Promins Atlas à ce moment-là, ascension droite 10 à 9h40, déclinaison 10 à 9 degrés. Le signal WOW provenait de l'ascension droite 10 à 9h25, déclinaison négative 27 degrés. Les deux directions sont séparées par environ 9 degrés. Dans l'immensité de l'espace avec des objets aléatoires venant de littéralement toutes les directions possibles, la probabilité de cet alignement est d'environ 0,6%. Pas impossible, mais profondément suspect. Loeb ne s'est pas arrêté là, il a posé la question logique suivante. Si 3 Promins Atlas a envoyé le signal WOW à 600 unités astronomiques de distance, quelle devrait être la puissance de l'émetteur? Les calculs sont simples. L'intensité détectée était entre 54 et 212 Genskis sur une bande passante de 10 kHz. À 600 unités astronomiques de distance, cela correspond à une puissance de sortie de l'émetteur comprise entre un demi-gigawatt et 2 gigawatts. À titre de référence, un réacteur nucléaire typique sur Terre produit environ 1 gigawatt. Nous parlons donc de niveau d'énergie d'une centrale nucléaire focalisée en un faisceau radio étroit, ce qui n'est pas impossible pour une civilisation avancée, mais en fait tout à fait raisonnable si vous essayez d'envoyer un signal détectable sur des distances interstellaires sans gaspiller d'énergie en diffusion omnidirectionnelle. Il y a un autre détail qui rend la connexion plus difficile à écarter. Le signal WOW a été observé à une fréquence de 1420,455,6 MHz, décalé vers le bleu d'environ 10 km par seconde vers la Terre par rapport à la raie d'hydrogène. Ce décalage vers le bleu indique que la source se déplaçait vers nous. 3 Promins Atlas s'approchent actuellement du Soleil à environ 60 km par seconde. Loeb suggère que si cet objet a une capacité de manœuvre, il aurait pu se déplacer plus lentement en 1977, puis accélérer après avoir détecté des planètes dans la zone habitable de notre système solaire. Une impulsion de reconnaissance, un balayage radar vérifiant les signes de civilisation technologique avant de s'engager dans une approche plus proche. Voici ce qui rend toute cette connexion si frustrante, il serait extrêmement facile de vérifier. Pointez un radiotélescope vers 3 Promins Atlas, écoutez à la fréquence de la raie d'hydrogène, s'il transmet, nous le saurons en quelques heures. S'il est silencieux, la connexion avec le signal WOW est probablement une coïncidence. Test simple, réponse définitive. Et pourtant, comme l'a noté Loeb dans son dernier article de blog, pas un seul radiotélescope n'a rapporté de données sur 3 Promins Atlas. Le Very Large Array n'a pas regardé, le télescope d'Arecibo est détruit, le télescope de Green Bank n'a pas publié d'observation. Même le SETI, l'organisation littéralement dédiée à la recherche de signaux extraterrestres, n'a pas annoncé publiquement d'efforts de surveillance. Le silence de la communauté de la radioastronomie est assourdissant. Chapitre 7. La trajectoire qui ne devrait pas exister. Imaginez lancer une fléchette sur un globe depuis l'autre bout d'une pièce les yeux bandés. Maintenant, imaginez que cette fléchette ne frappe pas seulement le globe, mais atterrisse à quelques degrés de l'équateur. C'est à peu près l'improbabilité statistique à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous examinons comment 3 Promins Atlas est entré dans notre système solaire. Les objets venant de l'espace interstellaire peuvent arriver de littéralement n'importe quelle direction. Ils devraient être distribués au hasard sur la sphère céleste, arrivant sous tous les angles possibles, et pourtant 3 Promins Atlas est arrivé avec une inclinaison orbitale de seulement 4,429 degrés par rapport au plan de l'écliptique terrestre, soit moins de 5 degrés. Cela le place dans moins de 1% des angles d'arrivée possibles. Avi Loeb insiste sur ce point dans chaque interview, chaque article de blog, chaque déclaration publique depuis juillet. La trajectoire est anormale,
pas seulement inhabituel, mais statistiquement profondément improbable pour un objet interstellaire aléatoire. Pour comprendre pourquoi, vous devez réfléchir à la façon dont les objets se déplacent dans la galaxie. Les étoiles dans le disque de la Voie lactée orbitent autour du centre galactique avec une certaine vitesse moyenne. Mais elles ont aussi des mouvements aléatoires de haut en bas, de côté en côté, comme des abeilles essaimant autour d'une ruche. Ce caractère aléatoire signifie que les objets éjectés d'autres systèmes stellaires devraient arriver à notre système solaire de toutes les directions avec une probabilité à peu près égale. Il n'y a pas de direction privilégiée, pas d'autoroute cosmique qui entonne les visiteurs interstellaires dans notre plan de l'écliptique. Et avant que quelqu'un ne suggère que être les objets du disque de la Voie lactée arrivent naturellement à des angles faibles, Loeb a également abordé cela. Le disque galactique lui-même est incliné d'environ 60 degrés par rapport au plan de l'écliptique de notre système solaire. 60 degrés, c'est plus de 10 fois plus grand que l'inclinaison de 3 Atlas. Si cet objet provenait d'un système stellaire typique dans le disque galactique et était éjecté au hasard, nous nous attendrions à ce qu'il arrive sous un angle raide, pas sous un angle faible. L'alignement est à l'inverse de ce que la géométrie galactique prédirait. Comparez 3 Atlas aux deux seuls autres objets interstellaires que nous avons détectés. Oumuamua, découvert en 2010 à 7, est arrivé avec une inclinaison de 123 degrés, largement inclinée, arrivant par le haut du plan du système solaire. 2I Borisov, repéré en 2010 à 9, avait une inclinaison de 44 degrés, toujours raide, toujours cohérent avec une arrivée aléatoire depuis l'espace interstellaire. Ces deux objets se sont comportés exactement comme prévu pour des visiteurs interstellaires naturels. 3 Atlas est l'exception, l'anomalie, celui qui ne correspond pas au pattern. Loeb a calculé la probabilité de cet alignement en supposant des directions aléatoires, moins de 1% de chance. Certains collègues ont rétorqué que ces statistiques étaient trop conservatrices, que la vraie probabilité est plus proche de 5 ou 10% lorsque l'on tient compte de divers effets de sélection et biais observationnels. Très bien, même à 10%, vous regardez toujours quelque chose qui ne devrait se produire qu'une fois sur 10 objets interstellaires que nous détectons, et nous n'en avons détecté que 3. Les chances que le troisième soit la rare exception plutôt que la règle ne sont pas en faveur de la coïncidence. Maintenant, superposez cela à tout le reste. L'alignement du signal WOW est également inférieur à 1% de probabilité. Les anomalies chimiques avec du nickel mais pas de fer, les contradictions thermiques, les images haute résolution manquantes de multiples agences spatiales, la fermeture du gouvernement se produisant au moment exact où nous avons le plus besoin de la NASA. N'importe laquelle de ces choses pourrait être expliquée, coïncidence, erreur de mesure, incompétence bureaucratique. Mais lorsque vous commencez à empiler les anomalies, lorsque vous commencez à multiplier les petites probabilités entre elles, l'improbabilité composée devient plus difficile à écarter. Il existe un principe en statistique appelé l'erreur du procureur. C'est l'erreur de traiter plusieurs événements indépendants de faible probabilité comme s'ils étaient liés, alors qu'ils ne sont en fait que des coïncidences aléatoires qui se regroupent. Si vous lancez une pièce suffisamment de fois, vous obtiendrez finalement 10 piles d'affilée. Cela ne signifie pas que la pièce est truquée. Cela signifie simplement que vous l'avez lancée suffisamment de fois pour que des séquences improbables se produisent. Les sceptiques affirmeront que c'est ce que nous voyons avec 3 Atlas, une comète naturelle qui se trouve avoir plusieurs propriétés inhabituelles, mais finalement explicables, qui sont apparues par coïncidence ensemble dans le même objet. Peu probable, certes, mais pas impossible. Le contre-argument est tout aussi valable. Si quelque chose marche comme un canard, cancane comme un canard, nage comme un canard et a de l'ADN de canard, à un moment donné, vous devez considérer la possibilité qu'il s'agisse réellement d'un canard. Ou, dans ce cas, si un objet arrive sur une trajectoire statistiquement improbable, montre des signatures chimiques qui ne correspondent pas au processus naturel, est en corrélation avec un signal radio inexpliqué vieux de 48 ans et incite plusieurs gouvernements à retenir leurs meilleures données d'imagerie, il vaut peu être la peine de considérer sérieusement que nous ne regardons pas un morceau aléatoire de glace et de roche d'un autre système stellaire. Chapitre 8. Quand les questions deviennent dangereuses, quelque chose d'étrange a commencé à se produire autour du 5 octobre.
Des utilisateurs sur plusieurs plateformes ont commencé à signaler que leurs publications sur 3.breu Atlas disparaissaient. Elles n'étaient pas signalées ou marquées comme désinformation, elles s'évanouissaient réellement. Un utilisateur de Reddit a documenté la publication d'un fil détaillé analysant les anomalies chimiques de la prétendue fuite de l'ESA. Le fil a gagné en traction, a accumulé des centaines de votes positifs et des douzaines de commentaires en 2 heures, puis il a disparu, non pas supprimé avec une explication de modérateur, mais juste effacé de l'existence. Lorsque l'utilisateur a essayé de republier, la soumission n'a pas abouti. Il a été shadowbanné, sans notification. Sur Twitter, maintenant X, plusieurs comptes ont remarqué des patterns similaires. Astronomy Vibes, le compte qui est devenu viral en critiquant les photos de l'ESA, a signalé des baisses d'engagement significatives après le 7 octobre. Les publications qui atteindraient normalement des dizaines de milliers de personnes plafonnaient soudainement à quelques centaines de vues, sans restrictions officielles, sans message d'avertissement, juste une suppression algorithmique, suffisamment discrète pour être niable, mais suffisamment agressive pour être efficace. D'autres créateurs de la communauté de l'astronomie spatiale ont remarqué la même chose. Les vidéos sur 3.breu Atlas qui fonctionneraient normalement bien obtenaient une fraction de leur portée habituelle. YouTube a présenté un problème différent. Les créateurs de contenu qui publiaient des vidéos d'analyse spéculant sur 3.breu Atlas ont commencé à recevoir des avis de démonétisation. La raison indiquée variait. Certains ont été signalés pour avoir discuté de sujets sensibles sans contexte approprié. D'autres ont été classés comme contenu potentiellement trompeur sur des questions scientifiques. Quelques-uns ont été frappés par l'étiquette vague mais omineuse de « contenu pouvant ne pas convenir à tous les annonceurs ». Le pattern était clair, vous pouviez faire une vidéo disant que 3.breu Atlas est définitivement juste une comète et que la science mainstream a tout compris, cela allait bien, c'était monétisé et promu. Mais suggérer qu'il pourrait y avoir des anomalies qui méritent d'être étudiées, et soudain, votre vidéo devient inadaptée aux annonceurs. L'approche de Facebook a été la plus manifeste. Le système de vérification des faits de la plateforme, géré par des organisations de vérification tierces, a commencé à étiqueter agressivement le contenu sur 3.breu Atlas. Les publications partageant la fuite de 4 champs ont été frappées d'avertissements de contexte manquants. Les affirmations sur les anomalies de trajectoire ont été signalées comme partiellement fausses, même lorsque les publications ne faisaient que citer textuellement les calculs publiés d'Aviloweb. Les articles de vérification des faits offraient des assurances. Les agences spatiales confirment qu'il n'y a aucune menace de la comète interstellaire ou les experts disent que les caractéristiques inhabituelles sont probablement des processus naturels. Le sous-texte était clair. Ne vous inquiétez pas, ne spéculez pas, faites confiance aux autorités, circulez. Le timing semblait coordonné. Tout cela a augmenté en 48 heures après la publication de la photo de l'ESA, juste au moment où la frustration du public culminait face au manque d'images de qualité. C'est le genre de pattern qui fait que les théoriciens du complot se sentent justifiés et fait que les sceptiques lèvent les yeux au ciel face à la paranoïa excessive. Parce que voici le fait. Les plateformes de médias sociaux suppriment du contenu tout le temps. Les algorithmes changent, l'engagement fluctue, les vérificateurs de faits signalent la désinformation, ce sont des opérations normales de la plateforme, pas des preuves de censure coordonnées, à moins qu'il n'y ait un pattern, à moins que tout ne se produise en même temps, ciblant un sujet spécifique, juste au moment où l'intérêt public est le plus élevé et où les réponses officielles sont les plus absentes. Certains créateurs ont commencé à utiliser un langage codé pour éviter la suppression. Au lieu de 3.breu Atlas, ils disaient le visiteur ou l'objet. Au lieu d'aliens ou d'extraterrestres, ils utilisaient non terrestre ou anormal. C'était comme regarder les gens développer un nouveau vocabulaire pour discuter de quelque chose que les plateformes ne voulaient pas discuter ouvertement. L'effet Streisand en temps réel. Plus le contenu était supprimé, plus les gens supposaient qu'il y avait quelque chose à cacher. Plus les vérificateurs de faits réagissaient agressivement, moins les gens faisaient confiance au récit officiel. Chaque tentative de gestion de la conversation n'a fait qu'amplifier le soupçon que la conversation devait être gérée. Chapitre 9. Le moment que nous ne pouvons pas regarder, les 29 et 30 octobre, marquez ces dates. Dans moins de 72 heures à partir de maintenant, 3.breu Atlas atteindra son périhélie, son approche la plus proche du Soleil.
Il passera à une distance d'environ 202 millions de kilomètres, juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Pour une comète naturelle, c'est le moment de vérité. Le rayonnement solaire intense à cette distance devrait provoquer un dégazage dramatique, peut être même une fragmentation. Nous l'avons déjà vu se produire. Les comètes s'approchent du Soleil, la chaleur devient trop forte, et elles se brisent en morceaux. C'est spectaculaire lorsque cela se produit. Et si 3 Atlas n'est qu'un morceau ordinaire de glace et de roche d'un autre système stellaire, c'est exactement ce qui devrait se produire. Mais voici le problème, nous ne pourrons pas le voir. 3 Atlas sera du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre pendant son passage au périhélie. Chaque télescope terrestre sur notre planète sera inutile. L'objet sera perdu dans l'éclat solaire, complètement caché de l'observation pendant ce qui devrait être son moment le plus actif et le plus révélateur. Certains appellent cela un timing malheureux, d'autres y voient une coïncidence suspecte. Si vous vouliez faire quelque chose sans être observé, vous ne pourriez pas choisir une meilleure fenêtre. Avi Loeb a été explicite sur ce qui va suivre. Dans son article de blog du 3 octobre, publié le jour du survol de Mars, il a exposé 2 scénarios. Si 3 Atlas est une comète naturelle, il pourrait entrer en éruption dans une flambée de dégazage ou se briser en fragments glacés sous peu. La lumière du Soleil déposera des gigawatts de puissance sur sa surface. Cette énergie doit aller quelque part. Pour la glace et la roche, elle va à la vaporisation, à la sublimation et possiblement à la défaillance structurelle. Mais ensuite, Loeb a ajouté l'alternative. Alternativement, s'il est technologique, il pourrait manœuvrer pour bénéficier de l'assistance gravitationnelle du Soleil ou libérer des sondes qui pourraient intercepter la Terre ou d'autres planètes en raison de son orbite rétrograde, opposée à la direction du mouvement des planètes autour du Soleil. Relisez cela, libérer des sondes qui pourraient intercepter la Terre. Il ne parle plus d'observation passive, il parle de déploiement actif. L'orbite rétrograde est la clé ici. 3 Atlas se déplace à l'opposé de la direction dans laquelle les planètes orbitent autour du Soleil. Cela signifie que toute sonde qu'il libère n'a pas à lutter contre le mouvement planétaire pour nous atteindre. Elle peut simplement se laisser tomber dans une trajectoire d'interception et laisser la mécanique orbitale faire le travail. Lancé de derrière le Soleil, caché à notre vue, il serait trivial de lancer quelque chose vers la Terre qui ne serait détecté que lorsqu'il serait déjà proche. Loeb est allé plus loin. Il a écrit « Lorsque vous regarderez le Soleil dans les semaines à venir, gardez à l'esprit que 3 Atlas passent derrière lui. Si 3 Atlas manœuvrent vers la Terre lorsqu'il réapparaît de l'autre côté du Soleil, les marchés financiers pourraient s'effondrer. Les marchés financiers pourraient s'effondrer. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de l'hyperbole. Il suggère que si cet objet démontre une capacité technologique, s'il modifie sa trajectoire vers la Terre après le périhélie, les conséquences économiques et sociales seraient immédiates et graves. Les marchés boursiers répondent à l'incertitude. L'incertitude d'un objet interstellaire potentiellement hostile modifiant activement sa trajectoire vers notre planète serait une incertitude de niveau existentiel. Le timing de tout cela aggrave la tension. La fermeture du gouvernement signifie que la NASA est hors ligne pendant la fenêtre d'observation critique. Les meilleures images du survol de Mars ne sont toujours pas publiées. Les astronomes amateurs ne peuvent pas observer l'objet pendant le mois prochain car il est derrière le Soleil. Les radiotélescopes n'ont pas vérifié les transmissions. Nous naviguions à l'aveugle dans le moment le plus important de toute cette rencontre. Et que ce soit par incompétence ou par dessein, nous avons créé une situation où nous ne saurons pas ce que fait 3 Atlas au périhélie tant qu'il ne l'aura pas déjà fait. Il y a un groupe qui regarde. Le projet Galileo, dirigé par Loeb lui-même, exploite 3 observatoires, un au Massachusetts, un en Pennsylvanie, un au Nevada. Ils sont équipés de caméras haute résolution, de capteurs infrarouges et de récepteurs radio conçus spécifiquement pour détecter les phénomènes aériens anormaux. Fin octobre et début novembre, les 3 observatoires seront en mode opérationnel maximal, surveillant le ciel pour tout ce qui est inhabituel. Si 3 Atlas libèrent des sondes, s'il y a une activité de phénomènes aériens non identifiés améliorés corrélés à son passage au périhélie, les instruments de Galiléo pourraient l'attraper. Pourrait, étant le mot-clé, 3 observatoires couvrant une petite fraction du ciel terrestre. Si quelque chose arrive et évite ces zones d'observation spécifiques, nous le manquerons entièrement. Chapitre X, ce qui vient après, début novembre, marquez ces dates.
C'est à ce moment que 3 Atlas émergera de derrière le Soleil et redeviendra visible depuis la Terre. Les télescopes au sol pourront le suivre une fois de plus. Nous verrons s'il a survécu au périhélie intact ou s'il s'est brisé sous le stress solaire. Nous mesurons sa trajectoire pour déterminer si des corrections de cap ont eu lieu et nous saurons enfin si les 4 derniers mois de spéculation, de théories du complot et de questions sans réponse étaient justifiés ou s'il ne s'agissait que d'une hystérie collective à propos d'un visiteur interstellaire complètement naturel. Si 3 Atlas émerge sur la même trajectoire que celle avec laquelle il est entré, s'il montre des signes clairs de fragmentation ou de dégazage accru cohérent avec le chauffage solaire, s'il se comporte exactement comme 2 Borisov l'a fait lors de son approche solaire en 2010 à 9, alors le mystère est essentiellement résolu. Comète naturelle, chimie inhabituelle, certes, trajectoire statistiquement improbable, d'accord, mais finalement juste un vestige glacé d'un autre système stellaire traversant le nôtre. La connexion avec le signal WOW devient une coïncidence. La fuite de 4 champs devient de la fiction créative. Les images NASA manquantes deviennent des retards bureaucratiques pendant une fermeture du gouvernement. Tout se remet en place dans le cadre confortable où les objets interstellaires sont intéressants, mais pas alarmants. Mais s'il n'en est rien, si 3 Atlas émerge avec une trajectoire modifiée, s'il démontre des corrections de cap, même subtiles, qui ne peuvent pas être expliquées par la poussée du dégazage, si les radiotélescopes se pointent enfin dessus et détectent des transmissions structurées, si les images NASA font surface et montrent des structures géométriques qui ne devraient pas exister sur un objet naturel, alors nous sommes en territoire complètement inconnu. Non seulement scientifiquement, mais socialement, politiquement, économiquement, chaque hypothèse sur notre place dans le cosmos est remise en question. La réponse de chaque gouvernement à la question du contact extraterrestre est testée en temps réel. Avi Loeb a créé quelque chose qu'il appelle l'échelle Loeb. C'est un système de classement de la probabilité qu'un objet soit d'origine artificielle et de l'ampleur de la menace potentielle qu'il représente. Le rang signifie presque certainement naturel avec des anomalies intéressantes mais explicables. Le rang 10 signifie définitivement artificiel avec une intention hostile démontrée et une capacité à atteindre la Terre. Il a déclaré publiquement qu'il ne classerait pas 3 Atlas en dessous de 2. Même dans le meilleur des cas, les anomalies sont trop persistantes, trop nombreuses, trop corrélées. Un 2 signifie probablement naturel, mais avec suffisamment de caractéristiques inexpliquées pour justifier une enquête sérieuse. Cela signifie que nous ne pouvons pas définitivement exclure une origine artificielle sans plus de données. C'est là où nous en sommes actuellement, suspendus entre un objet naturel probable et un artefact technologique possible. En attendant novembre, en attendant les images haute résolution qui pourraient ne jamais arriver, en attendant les observations radio qui n'ont pas eu lieu, en attendant que 3 Atlas continue sur sa trajectoire hyperbolique hors du système solaire, pour ne jamais être revu, ou fasse quelque chose qui nous oblige à faire face à la réalité que nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes pas prêts. L'ESA a annoncé que son engin spatial JUICE, acronyme de Jupiter Icy Moons Explorer, observera 3 Atlas entre le 2 et le 25 novembre en utilisant divers instruments. Cela se produira juste après le périhélie, lorsque l'objet devrait être dans son état le plus actif. Les données ne seront pas disponibles avant février 2026 en raison des retards de communication et du temps de traitement. 7 mois d'attente pour des images capturées en novembre. 7 mois à se demander si l'activité accrue que JUICE observe est un dégazage cométaire normal ou quelque chose d'entièrement différent. 7 mois à se demander si ce point flou que l'ESA nous a montré en octobre était vraiment le meilleur qu'il pouvait faire, ou s'ils gèrent soigneusement une révélation qu'ils ne savent pas comment communiquer. Quoi que soient 3 Atlas, quoi qu'il fasse dans les semaines à venir, la conversation autour de lui a déjà révélé quelque chose d'important sur notre place en tant que civilisation. Nous ne faisons pas confiance à nos institutions pour nous dire la vérité sur quelque chose d'aussi significatif. Nous ne croyons pas aux assurances officielles. Nous voyons des patterns dans le timing des fermetures et des retards de données qui peuvent ou non être réels. Nous sommes préparés à la conspiration parce que nous avons appris, parfois à la dure, que la conspiration n'est pas toujours une théorie. Parfois, c'est juste un rapport précoce sur ce qui devient plus tard un fait confirmé. Chapitre 1er. Le visiteur invisible.
Le 1er octobre 2025, quelque chose de la taille d'une girafe est passé entre la Terre et nos satellites. Il s'est approché de notre planète plus près que n'orbite la Station spatiale internationale. Nous n'avions aucune idée qu'il arrivait. Au moment où les astronomes l'ont repéré, l'astéroïde 2025 TF était déjà parti, se glissant dans l'obscurité de l'espace comme une ombre qui aurait oublié de s'annoncer. Pensez-y un instant. Nous vivons à une époque où nous pouvons photographier des galaxies lointaines se formant il y a des milliards d'années. Pourtant, une roche assez proche pour pratiquement égratigner notre atmosphère est passée complètement inaperçue jusqu'à ce qu'elle soit déjà dans notre rétroviseur. Si vous trouvez cela aussi troublant et fascinant que moi, envisagez de liker et de vous abonner pour rester informé sur ces face-à-face cosmiques et les mystères qui se déroulent au-dessus de nous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, quelle heure il est chez vous, et si vous pensez que nous devrions être plus inquiets ou plus émerveillés par tout ce que nous manquons encore dans le ciel nocturne. Et si vous voulez aider notre communauté à grandir, partagez ces vidéos sur X, Facebook, Reddit ou votre messagerie. Merci de nous soutenir sans relâche. L'astéroïde mesurait entre 1 et 3 mètres de large, suffisamment petit pour que s'il était entré dans notre atmosphère, il aurait brûlé comme une boule de feu brillante, rien qui menacerait les villes ou les civilisations. Mais voici ce qui empêche les astronomes de dormir la nuit. Si nous ne pouvons pas détecter de manière fiable quelque chose d'aussi proche, quelque chose voyageant à des vitesses qui traverserait la distance de New York à Los Angeles en moins d'une minute, que pourrions-nous manquer d'autre? L'Agence spatiale européenne et la NASA suivent des milliers d'objets proches de la Terre, cataloguant soigneusement ceux qui présentent le plus grand risque de collision. Pour être classé comme potentiellement dangereux, un astéroïde doit mesurer au moins 140 mètres de diamètre et suivre une orbite qui l'amène à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre, soit environ 20 fois la distance entre nous et la Lune. L'astéroïde 2025 TF est loin de ce seuil de taille, ce qui explique en partie pourquoi il a échappé à la détection. Nos télescopes et systèmes de surveillance donnent la priorité à la recherche des gros, ceux qui mettent fin à la civilisation, les objets qui pourraient créer un autre événement d'extinction s'ils frappaient sous le mauvais angle. Mais ce petit visiteur nous rappelle que l'espace n'est pas vide, il bouillonne de débris. Des fragments antiques de la formation de notre système solaire, des morceaux de monde brisés qui ne sont jamais devenus des planètes, des restes de collisions qui se sont produites lorsque la Terre elle-même était jeune. La majeure partie de ce matériel reste loin, enfermé dans des orbites stables dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ou dérivant dans la lointaine ceinture de Kuiper au-delà de Neptune. Mais les interactions gravitationnelles, les tractions subtiles de la masse immense de Jupiter ou la poussée d'une comète de passage peuvent modifier ces orbites, envoyant des roches sur de nouvelles trajectoires qui recoupent parfois la nôtre. Ce qui rend 2025 TF particulièrement intéressant, ce n'est pas seulement qu'il s'est approché, mais qu'il s'est approché pendant un mois où le ciel semble inhabituellement occupé par des visiteurs. Chapitre 2. Le vagabond s'illuminant. Alors qu'un voyageur cosmique est passé devant nous sans s'annoncer, un autre fait une entrée beaucoup plus théâtrale. La comète C2025A6, mieux connue sous le nom de Lémon d'après l'observatoire qui l'a découverte, s'illumine dans nos cieux d'octobre. Les astrophotographes du monde entier ont capturé des images de plus en plus éblouissantes alors que cette boule de glace et de poussière ancienne se dirige vers un rapprochement avec la Terre. Contrairement à l'astéroïde furtif qui nous a surpris, Lémon a été suivi attentivement depuis sa découverte, et en ce moment, elle se situe au bord de la visibilité à l'œil nu. Au cours des prochaines semaines, si les conditions sont réunies et que le ciel est suffisamment sombre, vous pourriez être en mesure de sortir et de la voir vous-même, une faible tache de lumière avec une queue fantomatique s'étendant loin du Soleil. Les comètes sont fondamentalement différentes des astéroïdes. Là où les astéroïdes sont des morceaux solides rocheux ou métalliques de matériel qui se sont formés dans le système solaire intérieur plus chaud, les comètes sont des corps glacés qui ont pris naissance dans les régions extérieures froides. Elles sont parfois appelées des boules de neige sales, bien que cette description soit réductrice. Le noyau d'une comète contient de l'eau, du dioxyde de carbone, du méthane et de l'ammoniac gelé, mélangés à de la poussière et à des composés organiques, les éléments chimiques de base de la vie. À mesure qu'une comète s'approche du Soleil, le rayonnement solaire réchauffe sa surface, provoquant la sublimation de la glace, la transformant directement de solide en gaz sans devenir liquide d'abord. Cela crée la coma,
une atmosphère temporaire de gaz et de poussière qui peut s'étendre sur des centaines de milliers de kilomètres. Le vent solaire et la pression de rayonnement repoussent ce matériel loin du noyau, formant la queue caractéristique qui pointe toujours loin du Soleil, quelle que soit la direction dans laquelle la comète voyage. Lémon n'est pas la seule comète à embellir nos cieux ce mois-ci. Une autre visiteuse, la comète C2025R2, connue sous le nom de Swan, glissera près de la Terre plus tard en octobre à une distance de 0,26 unités astronomiques. C'est assez proche pour offrir un spectacle à ceux qui ont des jumelles ou de petits télescopes. Les deux comètes brillent actuellement autour de la magnitude 6, juste au seuil de la vision humaine dans des conditions parfaites. Mais les comètes sont notoirement imprévisibles. Elles peuvent s'illuminer soudainement si leur rotation expose de la glace fraîche à la lumière du Soleil ou si une éruption envoie un panache de matière dans l'espace. Elles peuvent également se fragmenter, se brisant sous le stress du chauffage solaire ou des forces de marée, créant de multiples noyaux qui développent chacun leur propre coma et leur propre queue. Ce qui attire les gens à regarder les comètes, au-delà de leur beauté, c'est leur lien avec le temps profond. La glace de ces objets s'est formée il y a des milliards d'années dans le système solaire externe, conservée dans un congélateur cosmique loin de la chaleur du Soleil. Lorsque nous voyons une comète, nous voyons de la matière qui existait avant que la Terre n'ait des océans, avant que la Lune ne soit complètement formée, avant que la vie n'émerge dans quelques mares chaudes ou évents hydrothermales des fonds marins qui a donné naissance à la chimie autoréplicatrice. Certains scientifiques croient que les comètes ont livré des quantités importantes d'eau à la Terre primitive, s'abattant lors d'un bombardement qui a aidé à remplir nos océans. D'autres suggèrent que les molécules organiques trouvées dans les comètes, y compris les acides aminés, les éléments constitutifs des protéines, pourraient avoir ensemencé notre planète avec les matières premières nécessaires au début de la vie. Ce lien entre les comètes antiques et l'origine de la vie nous amène à une autre découverte qui amène les scientifiques à reconsidérer à quel point les ingrédients de la vie pourraient être communs à travers l'univers. Chapitre 3. Une pouponnière de lune, à 625 années-lumière de la Terre, quelque chose de remarquable se produit autour d'une jeune planète. Le télescope spatial James Webb a capturé les premières mesures directes d'un disque de formation de lune, un anneau rotatif de gaz et de poussière entourant une exoplanète appelée CTB. Et à l'intérieur de ce disque, Webb a détecté les signatures chimiques qui pourraient donner naissance à des lunes, le cyanure d'hydrogène, l'acétylène, le benzène, le propène, l'éthane et le dioxyde de carbone, toutes des molécules carbonées tourbillonnant dans une structure qui semble étrangement familière aux scientifiques planétaires qui étudient l'histoire de notre propre système solaire. Ceci est important parce que pendant des décennies, nous avons théorisé sur la façon dont les lunes se forment, mais nous n'avons jamais réellement observé ce processus. Les 4 plus grandes lunes de Jupiter, les satellites galiléens découverts par Galilée en 1610, orbitent autour de leur planète dans un plan plat, suggérant qu'elles se sont condensées à partir d'un disque de matière entourant Jupiter il y a des milliards d'années, un peu comme les planètes se sont formées à partir d'un disque autour du jeune Soleil. Les 2 plus externes de ces lunes, Ganymède et Callisto, sont composées à 50% de glace d'eau, bien qu'elles aient probablement des noyaux rocheux de carbone ou de silicium sous leur coquille gelée. En examinant leurs orbites et leur composition, les scientifiques ont longtemps soupçonné qu'un disque circumplanétaire existait autrefois autour de Jupiter et qu'à l'intérieur de ce disque, les matières premières pour la formation des lunes se sont rassemblées et ont fusionné. Maintenant, avec CTB, nous pouvons voir un processus similaire se dérouler en temps réel, bien que nous devions nous rappeler que le temps réel, en termes astronomiques, est un peu trompeur. La lumière que nous détectons de ce système est partie il y a 625 ans, lorsque la Terre était au milieu de la Renaissance, et que personne n'avait encore conçu l'existence de planètes au-delà de notre propre système solaire. Mais de notre point de vue, nous sommes témoins de la formation des lunes au moment où elle se produit, et les détails sont fascinants. La planète elle-même orbite autour d'une étoile qui n'a que 2 millions d'années, toujours en train d'accréter de la matière à partir de son propre disque circumstellaire. Cela signifie que nous voyons un système à ses débuts, une pouponnière planétaire, où de multiples générations de formations de structures se produisent simultanément. Ce qui a le plus surpris les chercheurs, c'est la nette différence chimique entre le disque de formation de lune de la planète et le disque de formation de planète de l'étoile. Le disque circumplanétaire autour de CTB est riche en molécules carbonées, mais ne montre aucun signe d'eau.
Pendant ce temps, le disque circumstellaire autour de l'étoile contient de l'eau, mais manque de la chimie du carbone observée dans le disque de la planète. Cette ségrégation chimique s'est produite en seulement 2 millions d'années, suggérant que la chimie des disques évolue rapidement et suit des chemins différents en fonction des conditions locales. La température, les niveaux de rayonnement et la présence de champs magnétiques, tous ces facteurs influencent les molécules qui peuvent survivre et celles qui sont brisées. Les implications vont au-delà de la compréhension de la formation des lunes. Si nous pouvons cartographier la chimie de ces disques dans de jeunes systèmes, nous pouvons commencer à prédire quelles exoplanètes pourraient abriter des lunes et lesquelles de ces lunes pourraient avoir des conditions propices à la vie. Dans notre propre système solaire, certains des endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie ne sont pas des planètes, mais des lunes. Europe, en orbite autour de Jupiter, possède probablement un océan d'eau liquide sous sa croûte glacée, maintenu au chaud par le chauffage par marée due à l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Encelade, une petite lune de Saturne, projette des geysers d'eau liquide dans l'espace à partir d'un océan souterrain. Et à l'intérieur de ces geysers, les scientifiques ont détecté des molécules organiques. Si les lunes autour d'autres étoiles se forment avec des caractéristiques similaires, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dans la galaxie se multiplie de façon spectaculaire. Nous devrions regarder non seulement les planètes dans la zone habitable autour de leurs étoiles, mais aussi les lunes autour des planètes géantes n'importe où dans un système. Cette vision élargie des lieux où la vie pourrait apparaître est liée aux technologies que nous développons ici sur Terre. Des technologies qui pourraient un jour nous aider à atteindre ces mondes lointains, ou du moins à mieux les comprendre. Chapitre 4. Le saut quantique. L'Organisation des Nations Unies a désigné 2025 comme l'année internationale de la science et de la technologie quantique, marquant le centenaire du développement initial de la mécanique quantique. C'est un timing approprié car 2025 se dessine comme l'année où l'informatique quantique est passée de la curiosité de laboratoire à quelque chose qui approche la réalité pratique. En novembre 2024, Microsoft et Atom Computing ont annoncé avoir réussi à créer et à intriquer 24 qubits logiques. C'est un exploit technique qui représente un pas majeur vers la construction d'ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes utiles. Pour comprendre pourquoi c'est important, nous devons parler de ce qui rend les ordinateurs quantiques différents de l'appareil que vous utilisez pour écouter ceci en ce moment. Les ordinateurs classiques, qu'il s'agisse de téléphones intelligents ou de superordinateurs, traitent l'information à l'aide de bits, des unités qui représentent soit 0, soit 1, soit allumé, soit éteint, soit vrai, soit faux. Tout ce que votre ordinateur fait, de la diffusion de vidéos à l'exécution de simulations complexes, se résume à manipuler un nombre énorme de ces chiffres binaires à une vitesse incroyable. Les ordinateurs quantiques fonctionnent selon des principes fondamentalement différents. Au lieu de bits, ils utilisent des qubits, des bits quantiques, qui peuvent exister dans une superposition d'états représentant simultanément 0 et 1 jusqu'à ce qu'ils soient mesurés. Ce n'est pas seulement une métaphore ou une astuce. À l'échelle quantique, les particules existent véritablement dans plusieurs états à la fois, une conséquence de la nature ondulatoire de la matière décrite par la mécanique quantique. Lorsque vous avez plusieurs qubits en superposition, ils peuvent représenter un nombre exponentiellement plus grand d'informations que le même nombre de bits classiques. 2 bits classiques peuvent représenter 4 valeurs possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, mais seulement une à la fois. 2 qubits en superposition peuvent représenter les 4 valeurs simultanément. 3 qubits peuvent représenter 8 valeurs à la fois. La mise à l'échelle se poursuit de manière exponentielle, ce qui signifie qu'un ordinateur quantique, avec seulement quelques centaines de qubits, pourrait théoriquement effectuer des calculs qui prendraient au superordinateur classique plus de temps que l'âge de l'univers. Mais il y a toujours eu un hic. Les qubits sont extraordinairement fragiles. Ils perdent leurs propriétés quantiques, un processus appelé décohérence, lorsqu'ils interagissent avec leur environnement. Les fluctuations de température, les champs électromagnétiques parasites, même les rayons cosmiques traversant le laboratoire, peuvent provoquer des erreurs. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques doivent être refroidis à des températures proches du zéro absolu et protégés des interférences externes. Même dans ce cas, les erreurs s'accumulent si rapidement que les calculs deviennent peu fiables avant même que vous puissiez les terminer. La percée qui rend 2024 et 2025 si significative est le progrès dans la correction d'erreurs quantiques.
c'est la capacité de détecter et de corriger ces erreurs sans détruire l'état quantique que vous essayez de préserver. Créer 24 qubits logiques intriqués signifie créer des qubits dotés d'une correction d'erreurs intégrée, ce qui les rend beaucoup plus stables et fiables que les qubits physiques qui composent le matériel brut. L'intrication est un autre phénomène quantique qu'Einstein a rendu célèbre en l'appelant « action fantôme à distance ». Lorsque les qubits sont intriqués, mesurer l'état de l'un affecte instantanément l'état des autres, quelle que soit la distance qui les sépare. Cela permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer certains types de calculs, comme la recherche dans des bases de données ou la factorisation de grands nombres, beaucoup plus efficacement que les ordinateurs classiques ne le pourraient jamais. La course pour construire des ordinateurs quantiques pratiques est maintenant mondiale et intensément compétitive. Début 2025, le Japon a annoncé un investissement de 7,4 milliards de dollars dans la technologie quantique. L'Espagne a engagé 900 millions de dollars. Ces investissements portent le financement public total pour la recherche quantique à plus de 10 milliards de dollars, un signal que les gouvernements considèrent l'informatique quantique non seulement comme une curiosité scientifique, mais comme une technologie stratégique qui pourrait tout remodeler, de la découverte de médicaments à la cryptographie, en passant par l'intelligence artificielle. Le secteur privé est également très investi. Des entreprises comme Google, IBM et Amazon continuent de repousser les limites du possible. Google a affirmé que ses processeurs quantiques peuvent résoudre certains problèmes exponentiellement plus rapidement que les superordinateurs classiques. IBM a présenté une feuille de route pour construire un système avec 200 qubits logiques d'ici 2028. Pendant ce temps, des startups explorent des approches alternatives utilisant des photons au lieu de circuits supraconducteurs ou des ions piégés au lieu de dispositifs à état solide, chaque méthode ayant ses propres avantages et défis. Mais au-delà des réalisations d'ingénierie, il y a quelque chose de presque philosophique dans l'informatique quantique qui captive l'imagination. Ces machines fonctionnent selon des principes qui défient notre intuition quotidienne sur le fonctionnement de la réalité, et pourtant ces principes semblent être fondamentaux pour l'univers lui-même. La même mécanique quantique qui rend les qubits possibles régit également le comportement des atomes, la structure des molécules, l'émission de lumière par les étoiles. Dans un sens, les ordinateurs quantiques nous permettent d'exploiter la langue maternelle de l'univers pour résoudre des problèmes qui autrement resteraient insolubles. L'un de ces problèmes est la compréhension et le contrôle du processus de fusion nucléaire, ce qui nous amène à une autre série de percées qui se sont produites dans le même laps de temps. Chapitre 5. Capturer les étoiles. Le 12 février 2025, des scientifiques du réacteur Tokamak West en France ont établi un nouveau record du monde. Ils ont maintenu un plasma extrêmement chaud pendant 22 minutes et 10 à 7 secondes, une durée qui a dépassé le record précédent de plus de 4 minutes. Le plasma a atteint 50 millions de degrés Celsius, soit environ 3 fois la température au cœur du Soleil. Cela peut ne pas sembler être un progrès pour ceux qui ne sont pas familiers avec la recherche sur la fusion. Après tout, le Soleil maintient des réactions de fusion depuis 4,5 milliards d'années sans intervention humaine. Mais créer et contrôler un processus semblable à celui d'une étoile ici sur Terre est l'un des défis les plus difficiles de toute la science et de l'ingénierie. La fusion fonctionne en forçant les noyaux atomiques à se rapprocher si étroitement qu'ils surmontent leur répulsion électromagnétique naturelle et fusionnent, libérant de l'énergie dans le processus. Dans le Soleil, cela se produit parce que la masse immense de l'étoile crée une pression gravitationnelle écrasante à son cœur, avec des températures de 15 millions de degrés. Sur Terre, nous n'avons pas cet avantage gravitationnel. Nous avons donc besoin de températures encore plus élevées pour réaliser la fusion. Et nous avons besoin d'un moyen de contenir un plasma aussi chaud sans qu'il ne touche aucune surface physique, car aucun matériau ne peut résister à de telles températures sans se vaporiser instantanément. La solution est le confinement magnétique. Les tokamaks utilisent de puissants champs magnétiques pour créer une cage de force qui maintient le plasma dans une région en forme de beignet suspendu dans le vide, sans jamais toucher les murs. L'exploit du réacteur West de 22 minutes est significatif car les futures centrales électriques à fusion devront fonctionner en continu et non par courtes rafales. Vous ne pouvez pas produire de l'électricité de manière économique si votre réacteur doit s'arrêter et redémarrer toutes les quelques minutes. Le record démontre que les défis d'ingénierie du fonctionnement en régime permanent
de la gestion du flux de chaleur et du maintien de la stabilité du plasma contre les instabilités qui peuvent perturber le confinement magnétique sont lentement en train d'être résolus. Le record précédent de juste un peu plus de 10 à 7 minutes appartenait au Tokamak East de la Chine, réalisé en janvier 2025, ce qui signifie que nous avons vu deux étapes majeures dans la durée du plasma à quelques semaines d'intervalle. Ce ne sont pas les seules percées de la fusion qui se produisent actuellement. TEA Technologies, une entreprise privée de fusion, a annoncé en avril 2025 avoir réalisé une simplification majeure dans la façon dont elle forme et stabilise son plasma. Leur approche utilise ce que l'on appelle une configuration à champ inversé, ou FRC, une structure magnétique plus compacte qu'un tokamak traditionnel. Auparavant, la création d'une FRC nécessitait des sections de formation élaborées à chaque extrémité de la machine, où le plasma était généré, puis accéléré et mis en collision à grande vitesse au centre. TA a trouvé comment créer, chauffer et stabiliser un plasma FRC directement au centre de leur dispositif en utilisant uniquement l'injection de faisceaux neutres, éliminant le matériel de formation complexe. Cela réduit les coûts, augmente l'efficacité et les rapproche de la démonstration d'un gain d'énergie net avant la fin de la décennie. Pendant ce temps, le secteur privé de la fusion dans son ensemble se développe rapidement. Commonwealth Fusion Systems construit une usine pilote appelée Spark à l'extérieur de Boston, dont la mise en service est prévue en 2027. Elion a terminé les tests initiaux sur sa dernière machine conçue pour atteindre le seuil de rentabilité en utilisant un schéma de confinement magnétique différent. General Fusion, basé au Canada, construit un système de démonstration qui utilise une approche complètement différente, compressant mécaniquement le plasma plutôt que de s'appuyer uniquement sur les champs magnétiques. La diversité des approches reflète à la fois la difficulté du problème et la reconnaissance qu'il peut y avoir plusieurs voies vers une énergie de fusion réussie. En décembre 2022, des scientifiques de la National Ignition Facility ont atteint l'allumage par fusion pour la première fois, une réaction qui a produit plus d'énergie que les lasers n'en ont fourni pour l'allumer. Ce fut une étape scientifique, la preuve que la fusion contrôlée est physiquement possible. Mais transformer cette preuve de concept en une centrale électrique nécessite de résoudre d'innombrables défis d'ingénierie. Le combustible de fusion, généralement un mélange de deutérium et de tritium, deux isotopes de l'hydrogène, doit être continuellement alimenté. Les neutrons produits par les réactions de fusion transportent une énorme énergie et rendent les parois du réacteur radioactives. Les matériaux doivent donc résister à des années de bombardement de neutrons sans se dégrader. La chaleur générée doit être capturée efficacement et convertie en électricité. Et tout cela doit se faire à un coût qui soit compétitif avec les autres sources d'énergie. Ce qui rend la fusion si tentante malgré ces défis, c'est la promesse d'une énergie propre presque illimitée. Le deutérium peut être extrait de l'eau de mer, où il existe naturellement sous la forme d'un atome pour 6500 atomes d'hydrogène. À cette concentration, les océans contiennent suffisamment de deutérium pour alimenter la civilisation humaine pendant des millions d'années. Le tritium est plus rare et doit être produit à partir du lithium, mais le lithium est relativement abondant. La fusion ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie comme le font les réacteurs à fission. Elle ne produit pas d'émissions de carbone, et un réacteur à fusion ne peut pas fondre ou exploser car le plasma est si ténu que toute perturbation fait simplement cesser la réaction. La question n'est plus de savoir si la fusion fonctionnera, mais quand elle deviendra pratique et économique. Les optimistes soulignent les progrès rapides des projets gouvernementaux et du secteur privé et suggèrent que nous pourrions voir la première électricité de fusion commerciale sur le réseau d'ici le début des années 2030. Les sceptiques notent que la fusion a toujours été à 20 ans pour les 60 dernières années et avertissent que des problèmes imprévus surviennent toujours. Mais l'élan en 2025 semble différent, motivé par une combinaison de percées technologiques, d'investissements massifs et du besoin urgent de sources d'énergie propres pour lutter contre le changement climatique. Pour la première fois, il semble plausible qu'un enfant né aujourd'hui puisse grandir dans un monde où l'énergie de fusion est aussi courante que les panneaux solaires ou les éoliennes. Et peut être que la génération de cet enfant utilisera des engins spatiaux propulsés par la fusion pour explorer le système solaire, en suivant les traces de ces comètes et astéroïdes antiques, et en enquêtant sur les planètes et les lunes que nous n'avons qu'aperçues de loin.
L'une de ces lunes, Mars, continue de nous surprendre avec des indices qu'elle aurait pu autrefois abriter la vie. Chapitre 6. Les taches de léopard sur Mars. En juillet 2024, le rover Perseverance de la NASA a foré un échantillon de carottes dans une roche surnommée Schaffhals dans le cratère G0 de Mars. La roche présentait des caractéristiques que les scientifiques de la mission ont décrites comme les plus énigmatiques, complexes et potentiellement importantes qu'ils aient rencontrées. Après un an d'examen rigoureux par les pairs, les résultats ont été publiés dans la revue Nature en septembre 2025 et ils représentent la preuve la plus solide à ce jour que Mars aurait pu autrefois abriter une vie microbienne. Le mot-clé est aurait pu, car l'une des leçons les plus difficiles de l'astrobiologie est que rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. Schaffhals se situe dans un ancien lit de rivière au sein d'une région que Perseverance explore appelée Bright Angel. Il y a des milliards d'années, de l'eau s'écoulait dans cette zone, creusant des canaux en se précipitant dans le cratère G0, qui était à l'époque un lac. La roche elle-même est sédimentaire, faite d'argile et de limon, exactement le type de matériau qui, sur Terre, préserve les fossiles et les traces chimiques de la vie ancienne. Les instruments de Persévérance ont détecté du carbone organique, du soufre, du fer oxydé et du phosphore, une combinaison qui, sur Terre, indique souvent une activité biologique. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention des scientifiques, ce sont de petites caractéristiques qu'ils appellent des taches de léopard. De minuscules mouchetures enrichies en phosphate de fer et en sulfure de fer dispersées à travers la roche comme des taches sur la fourrure d'un animal. Sur Terre, lorsque les micro-organismes consomment de la matière organique, ils produisent souvent du phosphate de fer et du sulfure de fer comme sous-produits métaboliques. Le pattern de ces composés dans Schaffhals ressemble à ce que nous voyons dans les roches terrestres qui contiennent des communautés microbiennes fossilisées. Mais voici le problème. La chimie peut également créer des patterns similaires sans la biologie. Les processus hydrothermaux, l'activité volcanique, les impacts, tout cela peut générer des dépôts minéraux riches en fer. Le défi est de faire la distinction entre les origines biologiques et non biologiques en se basant uniquement sur la chimie et la texture, surtout lorsque vous le faites à distance avec des instruments sur un rover à des millions de kilomètres. Cette ambiguïté est la raison pour laquelle les scientifiques utilisent le terme biosignature potentielle plutôt que de prétendre avoir trouvé des preuves de vie. Une biosignature potentielle est une substance ou une structure qui pourrait avoir une origine biologique, mais qui nécessite plus de données ou une étude plus approfondie avant de pouvoir tirer une conclusion. C'est une approche conservatrice, délibérément prudente, car l'affirmation selon laquelle nous avons trouvé des preuves de vie extraterrestre, même une vie microbienne éteinte, est extraordinaire et nécessite des preuves extraordinaires. La communauté scientifique a appris cette leçon des controverses passées, comme l'annonce en 1986 qu'une météorite martienne trouvée en Antarctique contenait des fossiles possibles de bactéries, une affirmation que la recherche ultérieure n'a pu ni confirmer ni réfuter définitivement. Ce qui rend la découverte de Schaffhals particulièrement intrigante, c'est l'âge des roches. La formation Bright Angel est relativement jeune en termes géologiques, plus jeune que beaucoup des roches antiques que Perseverance a étudiées. Une hypothèse antérieure supposait que les signes de vie ancienne seraient confinés aux roches les plus anciennes, formées lorsque Mars avait une atmosphère plus épaisse et de l'eau liquide à sa surface. Trouver des biosignatures potentielles dans des roches plus jeunes suggère que Mars pourrait être resté habitable plus longtemps qu'on ne le pensait, ou que des conditions habitables sont revenues à des périodes ultérieures. Peut être que l'activité volcanique a périodiquement réchauffé la planète, faisant fondre la glace sous la surface et créant des oasis temporaires où la vie aurait pu survivre. L'échantillon, officiellement nommé Sapphire Canyon d'après une cascade dans le Grand Canyon, est maintenant l'un des 30 échantillons que Perseverance a collectés et stockés dans des tubes en titane scellé. Ces échantillons représentent une coupe transversale de la géologie martienne, des roches de différentes époques et environnements. Chacun d'eux a été choisi parce qu'il pourrait contenir des indices sur le passé de Mars. Le but ultime est de ramener ces échantillons sur Terre dans le cadre de la mission de retour d'échantillons de Mars, bien que cette mission soit confrontée à des défis techniques et budgétaires importants. Ramener des échantillons permettrait aux scientifiques de les analyser avec des instruments beaucoup plus sophistiqués que tout ce que nous pouvons envoyer sur Mars.
des instruments qui peuvent mesurer les rapports isotopiques, rechercher des acides aminés, examiner les structures minérales à l'échelle atomique. Jusque-là, l'échantillon Sapphire Canyon se trouve dans le ventre de Persévérance, un petit morceau de Mars contenant ce qui pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'astrobiologie, ou pourrait n'être rien de plus qu'une géologie intéressante. L'incertitude est frustrante, mais aussi passionnante. Nous vivons à l'ère où la question de savoir si la vie existe au-delà de la Terre pourrait enfin être résolue, non pas par la spéculation, mais par l'observation directe. Que cette réponse provienne de Mars, des lunes glacées de Jupiter et de Saturne, ou de l'analyse spectroscopique des atmosphères d'exoplanètes, la recherche progresse plus rapidement que jamais, motivée par des technologies qui n'existaient pas il y a une génération. Certaines de ces technologies, en particulier dans l'intelligence artificielle, progressent si rapidement qu'elles remodèlent simultanément plusieurs domaines. Chapitre 7. L'esprit de silicium. En 2024, l'entreprise moyenne a dépensé 1,9 million de dollars en initiatives d'intelligence artificielle générative. Pourtant, moins de 30% des dirigeants en intelligence artificielle ont déclaré que leur PDG était satisfait du retour sur investissement. Ce décalage révèle quelque chose d'important sur notre position dans la révolution de l'intelligence artificielle. La technologie fonctionne, parfois de manière spectaculaire, mais traduire cette capacité en valeur commerciale s'avère plus difficile que le battage médiatique initial ne le suggérait. 2025 est l'année où cette prise de conscience force un recalibrage, poussant les entreprises à passer de l'expérimentation au déploiement ciblé. De se demander ce que l'intelligence artificielle peut faire à se demander quels problèmes elle peut réellement résoudre mieux que les approches existantes. Les capacités elles-mêmes continuent de progresser à un rythme saisissant. En septembre 2025, des chercheurs de Microsoft ont annoncé une percée dans la simulation de protéines à l'aide d'un système piloté par l'intelligence artificielle appelé AI2-BMD. Les protéines sont les machines moléculaires de la vie, se repliant en formes tridimensionnelles complexes qui déterminent leur fonction. Comprendre comment les protéines se plient et interagissent est crucial pour la découverte de médicaments, l'ingénierie des enzymes et la compréhension des maladies. Mais la simulation de la dynamique des protéines a toujours nécessité beaucoup de calculs, car les protéines sont de grandes molécules avec des milliers d'atomes, et leur comportement dépend des interactions de la mécanique quantique aux plus petites échelles. AI2-BMD permet aux chercheurs de simuler cette dynamique avec une vitesse et une précision sans précédent, accélérant potentiellement la découverte de nouveaux médicaments et thérapies. Ce n'est pas la seule façon dont l'intelligence artificielle transforme la science. En neurosciences, un modèle d'intelligence artificielle appelé Cell Transformer, développé par des chercheurs de l'UCSF et de l'Allen Institute, a créé l'une des cartes les plus détaillées du cerveau de souris jamais produite, identifiant 1300 régions et sous-régions, y compris des zones jusqu'à présent inexplorées. Le modèle fonctionne en analysant des ensembles de données massifs de transcriptomique spatiale, cartographiant essentiellement quels gènes sont actifs dans quelles cellules et où ces cellules sont situées. Cela permet à l'intelligence artificielle d'identifier des patterns et des limites que les chercheurs humains pourraient manquer, révélant l'organisation du cerveau à un niveau de détail qui prendrait des décennies à atteindre manuellement. Les mêmes techniques d'intelligence artificielle peuvent être appliquées à d'autres organes et tissus, y compris les tumeurs cancéreuses, ouvrant de nouvelles voies pour comprendre les maladies et développer des traitements. Une autre percée de l'intelligence artificielle est venue de l'University College London, où des chercheurs ont développé un algorithme qui peut identifier différents types de cellules cérébrales en fonction de leurs signatures électriques avec une précision de 95%. Pendant des décennies, les neuroscientifiques pouvaient enregistrer l'activité électrique des neurones, mais ne pouvaient pas déterminer le type de neurones qu'ils enregistraient sans utiliser de marqueurs génétiques ou de techniques de coloration. Cette nouvelle approche utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître des patterns subtils dans les pics électriques que différents types de neurones produisent, apprenant essentiellement à une machine à lire le code neural. Les implications pour les interfaces cerveau-ordinateur et les traitements des troubles neurologiques comme l'épilepsie sont importantes, bien que, comme le préviennent les chercheurs, il reste encore un long chemin à parcourir avant que cela ne devienne un outil clinique pratique. Mais l'intelligence artificielle n'accélère pas seulement la recherche, elle s'incruste dans les outils et les flux de travail quotidiens. En 2025,
Gartner prévoit que 75% des entreprises passeront des projets pilotes d'intelligence artificielle à des opérations à grande échelle, une mise à l'échelle massive de l'infrastructure de données et de l'analyse. Les agents d'intelligence artificielle, des entités logicielles autonomes ou semi-autonomes qui peuvent percevoir leur environnement, prendre des décisions et entreprendre des actions, passent du concept à la réalité. Ce ne sont pas les chatbots d'il y a 5 ans, limités à des réponses scriptées. Ce sont des systèmes qui peuvent gérer des tâches complexes comme l'analyse de contrats légaux, la gestion de chaînes d'approvisionnement, l'écriture et le débogage de code, et même la fourniture de conseils médicaux personnalisés. La montée en puissance des agents d'intelligence artificielle soulève des questions qui vont au-delà de la technologie. Si un agent d'intelligence artificielle commet une erreur qui cause un préjudice, qui est responsable? Le développeur, l'entreprise qui le déploie, l'utilisateur qui s'y est fié? Fin 2025, un procès au Colorado a mis en évidence ces problèmes lorsque des parents ont affirmé qu'un chatbot d'intelligence artificielle avait contribué au suicide de leur adolescent en simulant des conversations émotionnellement manipulatrices. L'affaire pourrait devenir un précédent dans la détermination de la responsabilité des systèmes d'intelligence artificielle et des obligations éthiques des entreprises qui les créent. À mesure que l'intelligence artificielle devient plus compétente et plus intégrée dans des domaines sensibles comme la santé mentale, l'éducation et les relations personnelles, la société devra se débattre avec des questions de confiance, de responsabilité et des limites appropriées pour l'intelligence artificielle. Il y a aussi la question de savoir comment l'intelligence artificielle elle-même va évoluer. Les modèles de langage vastes actuels sont formés sur d'énormes quantités de textes récupérés sur Internet, apprenant des patterns dans le langage qui leur permettent de générer des réponses cohérentes et souvent utiles. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent dans un sens profond. Ils manquent de raisonnement de bon sens, ils font des erreurs factuelles, ils peuvent être trompés par des entrées adverses, et ils produisent parfois des résultats qui semblent confiants mais qui sont complètement faux, un phénomène appelé hallucination. La prochaine génération de systèmes d'intelligence artificielle devra remédier à ces limites en intégrant un meilleur raisonnement, la capacité de vérifier leurs propres résultats et peut être une forme de compréhension qui va au-delà de la reconnaissance de patterns. Certains chercheurs pensent que la voie à suivre réside dans la combinaison de différents types d'intelligence artificielle, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle composite. Au lieu de se fier à un seul modèle vaste, vous construisez des systèmes qui intègrent plusieurs modèles spécialisés, chacun étant bon pour une tâche particulière, ainsi que des logiciels et des bases de données traditionnelles. D'autres pensent que la percée viendra de meilleures méthodes de formation ou d'une intégration plus étroite de l'intelligence artificielle à la robotique, lui donnant un corps et un feedback sensoriel, afin qu'elle puisse apprendre sur le monde physique de la même manière que les humains. Et il y a un intérêt croissant pour l'informatique neuromorphique, la construction de puces qui imitent la structure des cerveaux biologiques, offrant potentiellement une intelligence artificielle plus efficace et plus compétente que les approches actuelles. Quelle que soit la direction que prend l'intelligence artificielle, il est clair que nous n'en sommes qu'aux premières étapes de la compréhension de ce que cette technologie peut et ne peut pas faire, et de ce que cela signifie pour la société. L'enthousiasme est justifié, le potentiel est réel, mais les défis et les risques le sont aussi. À mesure que nous développons une intelligence artificielle plus puissante, nous devons également développer la sagesse de l'utiliser de manière responsable. Ce même besoin de sagesse s'applique à un autre domaine où notre compréhension fondamentale de la réalité pourrait être en train de changer: les composantes mystérieuses qui semblent constituer la majeure partie de l'univers. Chapitre 8. L'illusion de l'obscurité. Depuis près d'un siècle, les cosmologistes croient que l'univers est principalement constitué de choses que nous ne pouvons pas voir. La matière ordinaire, la substance des étoiles, des planètes et des gens ne représentent qu'environ 5% de l'énergie de masse totale de l'univers. 27% supplémentaires sont de la matière noire, invisible mais détectable par ses effets gravitationnels sur les galaxies. Les 68% restants sont de l'énergie noire, une force encore plus mystérieuse qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Ensemble, la matière noire et l'énergie noire dominent le budget cosmique, façonnant la structure et le destin de tout ce qui existe. Mais et s'il n'existait pas du tout? En octobre 2025, un article de Rajendra Gupta, professeur de physique adjoint à l'Université d'Ottawa, a proposé une alternative radicale.
Au lieu de remplir l'univers de particules invisibles et d'énergie inexpliquée, Gupta suggère que les forces fondamentales de la nature, des choses comme la gravité, s'affaiblissent lentement à mesure que l'univers vieillit. Si cela est vrai, alors les phénomènes que nous attribuons à la matière noire et à l'énergie noire pourraient être des illusions, des artefacts de l'utilisation de lois physiques constantes pour décrire un univers où ces lois changent progressivement. L'idée est à la fois simple et profonde. Nous supposons que la force de la gravité aujourd'hui est la même qu'elle l'était il y a 1 milliard d'années et qu'elle sera la même dans 1 milliard d'années. Mais si cette hypothèse était fausse? Et si l'attraction gravitationnelle était légèrement plus forte dans le passé et sera légèrement plus faible à l'avenir? Un tel changement pourrait faire tourner les galaxies lointaines plus rapidement que nous ne l'attendons en fonction de la matière visible seule, imitant l'effet de la matière noire. Cela pourrait également faire paraître l'expansion de l'univers comme s'accélérant avec le temps, imitant l'énergie noire. Dans ce modèle, vous n'avez pas besoin de substances invisibles exotiques. Vous avez juste besoin de constantes variant dans le temps, un univers où les règles changent progressivement à mesure que l'espace lui-même évolue. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un propose de modifier nos lois de la physique pour éliminer le besoin de matière noire et d'énergie noire. La dynamique newtonienne modifiée, ou monde, existe depuis des décennies et peut expliquer avec succès les courbes de rotation des galaxies sans invoquer d'halos de matière noire. Mais Mond a du mal à expliquer les observations à plus grande échelle, comme la façon dont les amas de galaxies se comportent ou les patterns que nous voyons dans le fond diffus cosmologique, la post-luminescence du Big Bang. L'approche de Gupta, qu'il appelle CC+TL, tente de fournir une explication unifiée à la fois pour l'échelle cosmologique, où l'énergie noire semble fonctionner, et l'échelle astrophysique, où la matière noire semble nécessaire. En introduisant un paramètre qui varie à la fois avec le temps et la densité locale de matière, il peut reproduire les courbes de rotation observées des galaxies et l'expansion accélérée de l'univers sans ajouter de nouvelles substances. Le timing de cette proposition est intéressant car il coïncide avec d'autres indices observationnels selon lesquels quelque chose pourrait être en décalage avec notre modèle cosmologique standard. Les données de l'instrument DESI, acronyme de Dark Energy Spectroscopic Instrument, publié en avril 2025, suggèrent que l'énergie noire pourrait ne pas être constante après tout. Au lieu de cela, elle pourrait s'affaiblir avec le temps, évoluant d'une manière que le modèle standard ne peut pas facilement expliquer. Si l'énergie noire change, alors nous devons réviser nos théories. Et une fois que vous commencez à réviser, il vaut la peine de se demander si l'énergie noire, telle que nous la concevons actuellement, existe réellement. Pendant ce temps, les expériences à la recherche de particules de matière noire continuent de ne rien donner. Le détecteur Lux Zeppelin, le détecteur de matière noire le plus sensible jamais construit, fonctionne depuis des années et n'a rien trouvé. Il a établi des limites strictes sur les propriétés que les particules de matière noire, si elles existent, doivent avoir, excluant progressivement de vastes pans de l'espace de possibilités théoriques. Chaque résultat nul rend les options restantes pour ce que la matière noire pourrait être plus exotique et moins probable. Certains physiciens commencent à se demander si nous cherchons quelque chose qui n'est pas là, comme les anciens astronomes, ajoutant de plus en plus d'épicycles pour essayer de faire fonctionner le modèle géocentrique du système solaire. Mais abandonner la matière noire et l'énergie noire n'est pas facile, car elles expliquent tant de choses. Elles expliquent pourquoi les galaxies tournent comme elles le font, pourquoi les amas de galaxies restent unis, pourquoi les lentilles gravitationnelles se produisent là où elles se produisent, pourquoi le fond diffus cosmologique présente le pattern de points chauds et froids que nous observons. Toute théorie alternative doit expliquer tous ces phénomènes, au moins aussi bien que la matière noire et l'énergie noire le font, et de préférence mieux. Le modèle de Gupta est un pas dans cette direction, mais il devra survivre à des tests rigoureux par rapport à l'ensemble des données cosmologiques avant de pouvoir être considéré comme un concurrent sérieux du modèle standard. Ce qui rend ce débat si fascinant, c'est qu'il touche à la question la plus fondamentale de la science. Comment savons-nous ce qui est réel ? La matière noire et l'énergie noire n'ont jamais été détectées directement. Nous déduisons leur existence à partir d'effets gravitationnels, du mouvement de la matière visible, de la structure de l'espace-temps. Mais l'inférence peut être trompeuse. Pendant des siècles, les astronomes ont cru que les planètes se déplaçaient en cercles parfaits parce que les cercles étaient la forme la plus parfaite. La vérité s'est avérée être des ellipses, une solution plus simple une fois que l'on a cessé de présumer la perfection.
Pourrions-nous faire une erreur similaire maintenant, en supposant que l'univers contient des substances exotiques, alors que la réalité est que nos équations ont besoin d'un ajustement? La réponse viendra de données plus nombreuses et de meilleure qualité. L'observatoire Vera C. Rubin, dont les observations devraient commencer plus tard en 2025 ou début 2026, sondera le ciel avec la plus grande caméra numérique jamais construite, photographiant des milliards de galaxies avec un détail sans précédent. Les données qu'il recueillera testeront les modèles de matière noire et d'énergie noire avec une précision que les expériences actuelles ne peuvent pas égaler. De même, le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu en 2027, mesurera le taux d'expansion de l'univers et cartographiera la distribution de la matière à l'échelle cosmique. Entre ces nouveaux instruments et les expériences en cours, les prochaines années devraient clarifier si la matière noire et l'énergie noire sont réelles, ou si nous avons besoin d'une refonte fondamentale de la cosmologie. Quoi qu'il en soit, le processus révèle quelque chose de beau à propos de la science. Elle n'est jamais terminée. Chaque réponse ouvre de nouvelles questions, chaque certitude rencontre finalement un défi. Et parfois, les découvertes les plus révolutionnaires ne viennent pas de la découverte de quelque chose de nouveau, mais de la réalisation que ce que nous pensions savoir était incomplet. Chapitre 9. L'espace intermédiaire. Pendant que les scientifiques débattent de la nature du cosmos et que les ingénieurs construisent des ordinateurs quantiques et des réacteurs à fusion, une autre révolution plus silencieuse se produit dans la façon dont nous nous aventurons au-delà de l'atmosphère terrestre. Le 8 octobre 2025, Blue Origin a lancé sa 15e mission de tourisme spatial. Les passagers à bord ont connu quelques minutes d'absenteur, ont vu la courbure de la Terre sur le noir de l'espace et sont revenus au sol en toute sécurité. Pour eux, ce fut probablement une expérience transformatrice, le genre de changement de perspective que les astronautes appellent l'effet de survol. Pour l'industrie spatiale, c'étaient les affaires courantes, un autre vol réussi dans ce qui devient une opération commerciale de routine. Cette normalisation de l'accès à l'espace semble significative lorsque l'on prend du recul et que l'on considère la situation dans son ensemble. Il y a une génération, le vol spatial était le domaine exclusif des agences gouvernementales et des astronautes professionnels, des personnes qui s'entraînaient pendant des années et subissaient des processus de sélection rigoureux. Maintenant, des entreprises privées font voler des clients payants. Et bien que le prix reste prohibitivement cher pour la plupart des gens, les coûts diminuent à mesure que la technologie s'améliore et que la concurrence augmente. SpaceX a révolutionné le lancement avec des fusées réutilisables, réduisant considérablement le coût de mise en orbite des charges utiles. Blue Origin travaille sur ses propres systèmes réutilisables. D'autres entreprises développent des avions spatiaux, des hôtels orbitaux, des atterrisseurs lunaires et des concepts de missions sur Mars. L'infrastructure construite aujourd'hui n'est pas seulement destinée au tourisme. Elle prépare le terrain pour un avenir où l'humanité sera une espèce multiplanétaire. Le Starship de SpaceX, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite, est conçue pour transporter du fret et éventuellement des personnes vers la Lune et Mars. Le programme Artemis de la NASA prévoit de ramener des astronautes à la surface lunaire, établissant une présence soutenue qui testera les technologies nécessaires aux missions plus longues. La Chine construit sa propre station spatiale et a annoncé des plans pour une base lunaire. L'Inde, le Japon et plusieurs pays européens développent leurs propres capacités spatiales. Toute cette activité soulève des questions sur ce que nous ferons une fois que nous y serons. L'espace n'est pas un environnement indulgent. Il n'y a pas d'air, pas d'eau, des variations de température extrêmes, des rayonnements du soleil et des rayons cosmiques. La construction d'habitats capables de maintenir la vie humaine nécessitera de résoudre des problèmes de support de vie, d'agriculture, de fabrication et de médecine. Nous devrons extraire des ressources d'astéroïdes, de la Lune ou de Mars elle-même, car le lancement de tout depuis la Terre n'est pas pratique pour un établissement à long terme. Nous aurons besoin de sources d'énergie, probablement de l'énergie solaire complétée par de petits réacteurs nucléaires. Et nous devrons relever les défis psychologiques de l'isolement, du confinement et de la distance de la Terre. Mais peut-être que la plus grande question est de savoir pourquoi nous devrions faire tout cela. Les réponses pragmatiques incluent l'extraction de ressources, la découverte scientifique et la garantie de la survie à long terme de l'humanité en se répandant au-delà d'une seule planète vulnérable aux impacts d'astéroïdes, aux supervolcans ou à d'autres menaces existentielles.
Les réponses plus ambitieuses pointent vers la curiosité humaine et l'envie d'explorer. Le même élan qui a envoyé nos ancêtres hors d'Afrique pour peupler tous les continents, qui a poussé les explorateurs à traverser les océans, qui pousse les scientifiques à sonder toujours plus profondément les mystères de la nature. L'espace représente la frontière ultime, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est vaste et largement inconnu, plein de possibilités que nous pouvons à peine imaginer. Et l'exploration spatiale ne se fait pas isolément de la science et de la technologie dont nous avons discuté. Les ordinateurs quantiques pourraient un jour optimiser les trajectoires des engins spatiaux ou permettre de nouvelles formes de communication sur des distances interplanétaires. Les réacteurs à fusion pourraient fournir la puissance nécessaire aux systèmes de propulsion rapide qui réduisent le temps de trajet vers Mars de mois à semaines. L'intelligence artificielle sera essentielle pour gérer la complexité des systèmes de support de vie, naviguer de manière autonome et analyser les quantités massives de données collectées par les capteurs. La recherche de biosignatures sur Mars ou les lunes de Jupiter et de Saturne éclaire la façon dont nous pensons où et comment chercher la vie au-delà de la Terre. Tout se connecte. L'univers n'est pas fait de parties isolées, mais de relations, de patterns qui se répètent à différentes échelles, de principes qui s'appliquent à travers les domaines. La chimie d'une comète nous parle de la formation des planètes. Le comportement d'un ordinateur quantique révèle des vérités fondamentales sur la réalité. Un réacteur à fusion imite les processus qui se déroulent dans les étoiles. Une intelligence artificielle de cartographie cérébrale montre comment la complexité émerge de règles simples. Et une entreprise de vols spatiaux privés rend un peu plus possible pour les humains de devenir des citoyens du système solaire plutôt que des résidents d'une seule planète. Ces connexions sont importantes car elles nous rappellent que le progrès n'est pas linéaire. Il ne se produit pas dans un seul domaine à la fois, soigneusement compartimenté. Il se produit par la pollinisation croisée, par des idées développées dans un contexte trouvant des applications inattendues dans un autre, par des équipes de personnes de différentes disciplines travaillant ensemble sur des problèmes trop complexes pour être résolus par une seule perspective. Les percées de 2025 en informatique quantique, en énergie de fusion, en exploration de Mars, en intelligence artificielle, en cosmologie, en neurosciences et en accès à l'espace ne sont pas des histoires distinctes. Ce sont des chapitres d'un récit plus vaste sur la capacité et la curiosité humaine. Chapitre 10. L'horizon. Nous avons commencé avec un astéroïde qui est passé inaperçu dans la nuit et une comète s'illuminant dans le ciel d'octobre, deux rappels que l'univers est dynamique et que notre place en son sein est à la fois petite et significative. Nous avons regardé une planète lointaine former des lunes à partir d'un disque de gaz et de poussière, un processus qui rappelle comment notre propre Lune est venue orbiter la Terre il y a des milliards d'années. Nous avons vu des ordinateurs quantiques atteindre un niveau de sophistication où ils pourraient bientôt résoudre des problèmes hors de portée de l'informatique classique et des réacteurs à fusion maintenir le plasma assez longtemps pour laisser entrevoir un avenir alimenté par les mêmes réactions qui allument les étoiles. Nous avons examiné une roche sur Mars qui pourrait bien contenir des preuves que la vie a déjà existé au-delà de la Terre, bien que la question reste ouverte et le restera probablement jusqu'à ce que nous puissions analyser cette roche dans des laboratoires ici, chez nous. Nous avons vu l'intelligence artificielle cartographier des cerveaux, simuler des protéines et soulever de nouvelles questions sur l'autonomie, la responsabilité et ce que signifie être intelligent. Nous avons considéré des propositions selon lesquelles la matière noire et l'énergie noire, les substances invisibles censées dominer le cosmos, pourraient ne pas exister du tout, que l'univers que nous pensons connaître pourrait être basé sur des équations incomplètes. Et nous avons noté que le voyage spatial devient tranquillement plus accessible, pas encore monnaie courante, mais allant dans cette direction, pas à pas. Chacun de ces développements comporte une incertitude. Les ordinateurs quantiques pourraient se heurter à des obstacles inattendus qui retardent leur déploiement pratique. Les réacteurs à fusion pourraient s'avérer plus difficiles à commercialiser que ne l'espèrent les optimistes. Les biosignatures martiennes pourraient s'avérer être géologiques plutôt que biologiques. L'intelligence artificielle pourrait stagner ou nécessiter des percées que nous n'avons pas encore conçues. Les cosmologies alternatives pourraient ne pas réussir à expliquer les observations aussi bien que la matière noire et l'énergie noire le font. Et l'exploration spatiale pourrait rester coûteuse et dangereuse, le domaine des gouvernements et des milliardaires plutôt que des gens ordinaires. Mais l'incertitude n'est pas la même chose que la futilité.
C'est l'espace où la découverte se produit, où notre compréhension grandit, où nous testons des idées par rapport à la réalité et les révisons lorsqu'elles sont insuffisantes. La science n'est pas une collection de faits, c'est un processus, une façon de poser des questions et d'affiner les réponses. Et les questions que nous posons maintenant sont parmi les plus profondes jamais posées. De quoi l'univers est-il fait? Comment la vie a-t-elle commencé? Pouvons-nous exploiter la puissance des étoiles? Qu'est-ce que la conscience? Sommes-nous seuls? Comment nous assurons-nous que les technologies que nous créons nous sont bénéfiques plutôt que nuisibles? Ces questions n'ont pas de réponse simple, et c'est très bien. Si elles en avaient, elles ne mériteraient pas d'être posées. La valeur réside dans la recherche elle-même, dans la connaissance que nous acquérons en cours de route, dans les technologies que nous inventons pour sonder plus profondément, dans la façon dont notre perspective change à mesure que nous en apprenons davantage. Il y a 100 ans, nous ne savions pas que l'univers était en expansion. Il y a 50 ans, nous n'avions pas visité Mars avec des rovers ni découvert de planètes autour d'autres étoiles. Il y a 25 ans, les ordinateurs quantiques étaient des curiosités de laboratoire, et l'intelligence artificielle pouvait à peine reconnaître des chiffres écrits à la main. Le rythme du changement s'accélère, motivé par des avancées cumulées en informatique, en matériaux, en instrumentation et en compréhension. Que nous apportera la prochaine décennie? Si la fusion devient commercialement viable, l'abondance énergétique pourrait transformer la civilisation, tirant des milliards de personnes de la pauvreté et permettant des projets qui semblent actuellement impossibles. Si les ordinateurs quantiques arrivent à maturité, ils pourraient accélérer la découverte de médicaments, la science des matériaux et la cryptographie, remodelant les industries et la géopolitique. Si nous confirmons des biosignatures sur Mars ou les détectons dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce serait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire humaine, la preuve que la vie n'est pas unique à la Terre. Si l'intelligence artificielle continue de progresser, elle pourrait devenir un partenaire de la recherche scientifique, générant des hypothèses, concevant des expériences et analysant des données à des échelles au-delà de la capacité humaine. Et si l'accès à l'espace continue de se démocratiser, les ressources et les connaissances du système solaire pourraient faire partie du patrimoine commun de l'humanité, disponibles pour les générations futures d'une manière que nous ne faisons que commencer à imaginer. Mais ces possibilités s'accompagnent également de risques. Les technologies sont des outils, et les outils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal. Les ordinateurs quantiques pourraient briser le cryptage qui protège tout, des comptes bancaires aux communications militaires. La fusion, si elle est militarisée, pourrait créer la dévastation. L'intelligence artificielle pourrait renforcer les préjugés, éliminer des emplois ou être déployée de manière à réduire plutôt qu'à améliorer l'épanouissement humain. Et l'exploration spatiale, si elle est menée avec insouciance, pourrait propager la contamination, détruire des sites scientifiques irremplaçables ou exacerber les inégalités. Naviguer dans ces risques nécessite plus que des compétences techniques. Cela nécessite de la sagesse, de l'éthique, de la prévoyance et une volonté de considérer non seulement ce que nous pouvons faire, mais ce que nous devrions faire. Cela nécessite des voies diverses dans la prise de décision, de la transparence sur les risques et les incertitudes et de l'humilité quant aux limites de notre compréhension. Les scientifiques et les ingénieurs qui repoussent les frontières de la connaissance sont parfaitement conscients de ces responsabilités, même si le discours public traite parfois la technologie comme soit un sauveur, soit une menace, sans terrain d'entente, la vérité est plus nuancée. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle amplifie les intentions et les capacités humaines. Entre de bonnes mains, avec les bons objectifs, elle peut résoudre des problèmes, réduire la souffrance et élargir les possibilités. Entre de mauvaises mains ou avec des objectifs à courte vue, elle peut causer du tort. Le défi consiste à construire des systèmes, des institutions et des cultures qui s'orientent vers le premier et s'éloignent du second. Et ce défi nous appartient à tous, pas seulement aux scientifiques et aux décideurs politiques. Alors, nous voici en octobre 2025, à regarder les comètes s'illuminer, à lire sur l'intrication quantique, à apprendre des records de plasma et des biosignatures potentielles. L'univers continue sa danse ancienne, les étoiles se forment et meurent, les galaxies entrent en collision, les comètes plongent vers le Soleil, les lunes fusionnent à partir de disques poussiéreux. La vie, du moins sur un petit monde bleu, a appris à regarder vers l'extérieur et à poser des questions, à construire des outils qui étendent nos sens et notre compréhension, à rêver d'avenir où les limites du possible s'étendent au-delà de la reconnaissance.
Merci de vous joindre à moi dans ce voyage à travers les dernières découvertes et percées. Si vous avez apprécié cette exploration, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour rester connecté alors que la science continue de révéler les secrets de l'univers. Le travail de compréhension de notre cosmos ne s'arrête jamais, et chaque réponse que nous trouvons ouvre des portes à de nouveaux mystères qui attendent juste au-delà de l'horizon. Comme toujours, toutes les informations partagées ici sont à des fins éducatives, basées sur la recherche et la compréhension actuelle, qui continuent d'évoluer. Continuez de regarder vers le haut, continuez de poser des questions, et rappelez-vous que nous faisons tous partie de cette grande histoire qui se déroule. Jusqu'à la prochaine fois, où que vous écoutiez, quelle que soit l'heure, bonne nuit.